Bonsoir à toutes et à tous pour cette soirée qui est en fait la troisième et dernière soirée qu'on passe ici. Pendant toute la saison, on a été partenaire du Conservatoire national des arts et métiers à l'occasion de leur exposition sur l'empreinte carbone. Et donc on a organisé 3 soirées ici à des moments distincts de l'année. Une consacrée à la réparation, la deuxième consacrée à l'intelligence artificielle. Et quel meilleur sujet pour terminer la saison que cette question à quelques milliards de tonnes de CO2. Comment embarquer toute la société et donc finalement sauver le monde. Voilà. Donc je voudrais remercier le CNAM de nous avoir fait confiance, qu'on a été partenaires ensemble. Il y a des endroits plus cracra pour faire des tables rondes que cette église, je pense que vous en conviendrez. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de continuer une collaboration comme ça sous d'autres formes. Voilà, je pense. Merci aussi à vous toutes et tous d'avoir résisté à votre envie furieuse de vous installer en terrasse avec une bière ou un thé ce soir. Je vous avoue que j'ai été parcouru de la même envie. Donc, en tout cas, vous êtes là pour sauver la société et le monde, donc merci et bravo. Vous faites preuve d'une force de caractère à toute épreuve. Donc, moi, je m'appelle Lou Espargilière, je suis rédacteur en chef de VER, donc VER qui est un média d'actualité qui passe toute l'actualité au travers du prisme de l'urgence écologique, un média qui fait ça sous forme de newsletter avec un site web, des comptes Insta et j'en passe. Donc, si vous n'êtes pas abonné, j'espère que vous le saurez en partant. Et VER qui est un média indépendant qui vit grâce aux dons de ses donateurs et donatrices qui sont rassemblés dans le club de VER. Est-ce qu'il y a des membres du club de VER ce soir dans la salle? Voilà, merci. Donc merci infiniment. C'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre de programmation, ce genre d'événement gratuit, avec cette volonté vraiment de proposer une information de qualité pédagogique pour tout le monde, pour que tout le monde y ait accès gratuitement. Voilà, vous nous permettez de faire ça vraiment au quotidien, et on vous en remercie encore. Alors, je suis là ce soir en tant que rédacteur en chef de VER, mais je suis également là ce soir en tant que petit-fils de Geneviève, qu'on appelle également Mamina. Donc Geneviève, alors ceux qui étaient à la soirée sur l'intelligence artificielle, vous avez déjà parlé de ma grand-mère alsacienne, mais je ne vous l'avais pas présentée, alors je tiens à le faire ce soir. Donc Geneviève, elle est née en 1938 dans le Haut-Rhin, à Mulhouse. Donc elle est née en fait en Allemagne à l'époque. Geneviève, elle s'est appelée Genovefa jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc voilà, si vous voulez une anecdote, elle a l'adresse mail la plus vintage de l'histoire, genovefa@wanadoo.fr. Voilà, elle est doublement, triplement vintage. Donc Mamina, pour vous la faire simple, elle a connu une vie de femme et de mère au foyer bourgeoise à Strasbourg. Et elle a des convictions et des valeurs a priori assez éloignées de celles de l'écologie et de la justice sociale. Elle est lectrice avant tout du Figaro. Elle a toujours voté à droite. Quand je la vois sur CNews, là je vous dis calme-toi Mamina quand même, arrête, hein, reprends le Figaro. Et donc moi j'ai passé toute mon adolescence à me casser les dents, à essayer de la convaincre de tout un tas de choses. C'était vraiment c'était un spectacle de catch à tous les repas de famille. Elle m'a jamais trop écouté, elle a jamais trop voulu finalement devenir plus en faveur de l'écologie et de la justice sociale. Quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'écologie à fond, avant de créer VER, voilà, j'ai réessayé de lui expliquer d'autres trucs et elle voulait toujours rien entendre. Mais Mamina, et cette photo a son importance, à la fin 2019, ça c'était Noël 2019, donc c'est le soir où on s'est rendu compte qu'on avait la même coupe de cheveux. Et c'est le soir où Mamina a bien accepté de subventionner VER avant la création de VER. Donc Mamina, lectrice de droite du Figaro, a subventionné VER à ses débuts. Donc voilà, je la remercie énormément pour ça. Et donc quand elle a commencé à lire VER, donc son média d'une certaine manière, elle a commencé à accepter un tout petit peu plus les informations sur l'écologie que quand moi je lui disais frontalement qu'est-ce qu'il fallait penser et qu'est-ce qu'il fallait croire. Et surtout Mamina, c'est quand je lui ai raconté le futur qui attendait peut-être sa petite fille, Elvire, qui est encore plus jeune. Oui alors. Voilà, elles font une pause en mode album de rap. C'était ça la consigne. Elles ne savaient pas que ce serait diffusé ce soir, donc ne leur dites pas, s'il vous plaît. Surtout à ma grand-mère qui risque de me déshériter. Et donc, quand je lui ai raconté l'avenir qui attendait peut-être Elvire, là, j'ai senti que vraiment il y a quelque chose qui basculait et qu'elle était beaucoup plus encline à accepter en fait le fait qu'il fallait qu'on change et qu'il y ait une vraie transformation dans nos sociétés. Donc pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je me dis que vous êtes peut-être un petit paquet dans cette salle à avoir des Maminas dans votre famille ou des Elvire, des personnes à qui vous tenez, des personnes que vous espérez voir changer, des personnes à qui vous voulez du bien. Et si vous êtes là ce soir, c'est peut-être parce que vous essayez de trouver des clés pour trouver comment mieux leur parler, ainsi qu'à vos voisins et qu'à vos présidents de la République éventuellement. Donc, on va commencer pour faire un petit peu connaissance, par se poser 2-3 questions. Qui parmi vous s'est déjà arraché les cheveux pour essayer de convaincre un proche sans réussir à rien faire d'autre qu'à le braquer? Alors levez-vous, celles et ceux à qui c'est déjà arrivé. Ouais, on va se mettre un peu en mouvement pour que... Ouais, voilà, presque tout le monde. Les autres, c'est juste que vous parlez pas à vos proches, en fait, on est d'accord.
Qui a souvent l'impression d'être l'écolo relou de service, qui fait gna 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 au travail, en famille. Ouais, voilà. Et qui passe vraiment, ouais, très bien. Qui a déjà réussi, au cours d'une discussion ou de plusieurs discussions, à faire basculer quelqu'un sur une thématique environnementale, proche, voisin, membre de la famille. Ouais, je peux. Moi, je reste à moitié debout. J'ai dû créer un média sur l'écologie pour convaincre ma grand-mère, donc c'est pas non plus. Et qui espère repartir de cette soirée avec un guide pour réussir à manipuler son entourage sur le climat? Ouais, voilà, je vous vois venir. Vous avez vu des spécialistes du cerveau, vous avez dit, voilà, on va apprendre à mindfucker tout le monde. Donc aujourd'hui, on va chercher comment faire basculer une fois encore la société tout entière, rien de moins. Et pour ça, on a 4 personnes passionnantes qui ont plein de bonnes idées et d'énormes cerveaux pour nous aider. Et j'ai le plaisir d'animer pour la première fois cette table ronde avec mon collègue Rémi Callan, qui est rédacteur en chef adjoint de Vert, qui a déjà écrit beaucoup d'articles sur le sujet et que, voilà, avec qui je suis ravi de partager cette table ronde. Rémi, the floor is yours. Le plaisir est partagé. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par vous présenter nos intervenants. Avec nous ce soir, nous avons donc Lucas Francoum d'Ameuzin. Tu es cofondateur avec Amélie Deloffre de l'organisation Parlons Climat. L'organisation Parlons Climat qui s'est donnée pour mission de mieux comprendre les publics peu ou pas convaincus par le changement climatique pour mieux les engager. Tu fais notamment pour ça des études d'opinion publique dont tu auras sûrement l'occasion de nous parler ce soir. Avec nous également Mélusine Bounfaller. Mélusine, tu es chercheuse en sciences cognitives au Centre de recherche sur les inégalités sociales à Sciences Po. Tu t'intéresses aux freins psychologiques, individuels et collectifs, à la transition écologique et à l'action climatique. Tes travaux portent également sur les croyances et les comportements des élites politiques et économiques. Avec nous également ce soir, Karine Jacquemart. Karine, tu es directrice de Foodwatch et autrice des dangers de l'alimentation, un essai récemment paru chez Payot. Tu milites depuis 20 ans pour la justice sociale et environnementale, en France comme à l'international, puisque tu as travaillé à Action contre la faim, notamment en Afrique, ainsi qu'à Greenpeace International en Afrique centrale. Et pour finir ce tour de table, Albert Moukébert. Albert Moukébert, tu es docteur en neurosciences et psychologue clinicien, mais aussi conférencier et auteur. Ton grand dada, c'est le cerveau, Lou l'évoquait tout à l'heure. Et tu as écrit plusieurs livres sur le sujet, Le cerveau pas bête, Votre cerveau vous joue des tours, ou Neuromania, le vrai du faux sur le cerveau. Tu es un très bon vulgarisateur et on peut s'en rendre compte en regardant tes vidéos sur les réseaux sociaux. Eh bien, allons-y, on va commencer avec toi, Lucas. Pour faire un petit point sur quel est l'état de l'opinion sur le climat, qui y croit ou qui n'y croit pas à cette histoire de changement climatique? Bonsoir tout le monde. Merci de l'invitation. Qui y croit, qui n'y croit pas? On va aller un petit peu au-delà, je pense, de cette question. Pour commencer, moi aujourd'hui, quand on regarde en fait l'état de l'opinion publique sur les enjeux de climat en France, il y a toujours une première vraie question qu'on se pose, c'est quoi les bons chiffres qu'on regarde en fait? Est-ce que par exemple le pourcentage de climato-sceptiques en France aujourd'hui, c'est une bonne manière de se dire où en sont les enjeux climatiques en France? On y reviendra après. Nous, on pense que c'est pas un bon indicateur aujourd'hui de savoir où en sont les enjeux de transition. Il y a 3 indicateurs que nous on regarde un peu au quotidien dans les études que nous on fait, mais aussi les études que d'autres gens peuvent faire autour de nous et qu'on va re-regarder derrière. Et ces 3 indicateurs qui nous semblent majeurs pour se demander où en est la société sur les enjeux climatiques, c'est est-ce qu'il y a un niveau d'inquiétude élevé sur les enjeux climatiques? Est-ce qu'il y a un niveau de priorisation important sur ces enjeux? Est-ce que les gens disent ouais, j'ai envie de traiter ce sujet en fait avant d'autres? Et troisièmement, est-ce qu'il y a du soutien aux politiques publiques de transition quand même? Parce qu'au bout du compte, c'est un peu le nerf de la guerre. Et là-dessus, nous, ce qu'on voit, c'est que l'inquiétude face aux enjeux de changement climatique, elle est super haute, en fait, mais très stable depuis 10 à 15 ans en France.
Donc l'inquiétude, enfin typiquement quand elle est notée de 1 à 10, ça fait à peu près 10-15 ans qu'en moyenne, les gens mettent une note de 8 sur leur degré d'inquiétude sur ce sujet. Et en fait, c'est très stable. Et par ailleurs, c'est assez peu polarisé. Quand vous regardez la droite ou la gauche, c'est tout le monde entre 7,5 et 8,5. Donc l'inquiétude, elle est haute, elle est là, elle est stable. En 2024, elle est haute, comme elle l'était en 2023, en 2022, mais comme elle l'était aussi en 2015. Le deuxième truc qu'on regarde, du coup, c'est la priorisation. Est-ce que les gens, quand on leur dit ça, c'est une liste de 10 sujets, dites-nous les 3 sujets qui sont super importants à traiter en ce moment en France. Et la question, c'est la part de gens qui vont mettre l'environnement et le changement climatique là-dedans. Et cette part-là, elle est actuellement à peu près autour de 25 à 30% de la population. Elle est en très légère baisse sur les 2-3 dernières années, mais elle a un niveau qui est beaucoup plus haut que typiquement au milieu des années 2010. Si vous voulez, ce qui s'est passé sur la priorisation de l'enjeu climat, c'est qu'on était sur des courbes relativement plates. Arrive 2018-2019, ça décolle. Et là, vraiment, on arrive à des niveaux où il y a 35-40% de la population qui priorise cet enjeu-là. Et depuis, on est sur une baisse relativement lente. C'est une inquiétude enfin, cette priorisation, pour le coup, elle est déjà un peu plus polarisée, notamment entre la droite et la gauche. Il y a à peu près 10 points de décalage, on va dire, entre les deux. Et donc la priorisation, elle reste haute, elle est beaucoup plus haute qu'il y a 10 ans. On est sur des chiffres où il y a 10 ans, on se serait dit, mais waouh, c'est absolument incroyable ce qu'on est en train de réussir à faire sur les enjeux climatiques, mais en légère baisse sur les 2 dernières années. Et le dernier point qu'on regarde, du coup, c'est le soutien aux politiques publiques. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, encore une fois, c'est le nerf de la guerre, il faut passer des politiques publiques. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde un peu sur le temps long, il y a notamment l'ADEME qui fait tous les ans un bon baromètre sur ces sujets-là, on voit que sur le temps long, quand on prend la moyenne de soutien à 5 grosses publics de transition, où ils posent la question du soutien à ces politiques depuis assez longtemps, on voit qu'en fait, c'est en constante augmentation. En fait. Et encore en 2024, quand on prend les 5 plus grosses politiques publiques qui testent depuis 10 ans, on est autour de 67-68% de soutien en moyenne, ce qui est beaucoup plus haut qu'il y a 10 ans, typiquement. Donc le soutien aux politiques publiques, il est plutôt en augmentation. Il est un peu clivé politiquement, mais pas non plus de manière totalement dingue. Et peut-être 2 points que je voudrais rajouter là-dessus, c'est qui nous aident peut-être aussi à comprendre le moment dans lequel on est. Nous, il y a 2 phénomènes qu'on regarde de près récemment, qui évoluent beaucoup pour le coup dans l'opinion. C'est, on a une part qui augmente très fortement de personnes qui disent « je me sens suffisamment informé pour savoir ce que je devrais faire à mon niveau sur les enjeux de transition ». Donc il y a aujourd'hui 75% de la population qui nous dit ça dans nos enquêtes. C'est 20 points de plus qu'il y a 2 ans. Donc c'est vraiment absolument énorme. Donc les gens ont l'impression de savoir ce qu'ils devraient faire. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont le faire? Savoir, agir, tout ça, on va y revenir, je pense. Et il y a aussi une part il y a aujourd'hui une part plus importante de gens en France qui nous disent « j'entends trop parler de climat dans les médias ». Il y a plus de gens aujourd'hui en France qui disent entendre trop parler de climat dans les médias que de gens qui disent « j'entends pas assez parler de climat dans les médias ». Et ça, c'est très nouveau aussi. Et l'autre point qu'on regarde avec intérêt et sur lequel on reviendra tout à l'heure, c'est aussi la perception des écologistes au sens large, des mouvements écologistes, où il faut imaginer qu'au début des années 2010, il y avait 80% de soutien de manière générale au mouvement écologiste. Tout le monde adorait les écolos de manière générale. C'était très peu clivé politiquement. Aujourd'hui, on est plutôt à 50% de soutien. Et en fait, l'intégralité de la chute, ça a été dans la partie droite de l'échiquier politique. Et donc ça, c'est un truc qu'on regarde avec attention, les questions d'émetteurs qui parlent. Voilà. On l'a vu, Mamina, elle soutient de plus en plus les écologistes, donc pas toute la droite. Not all right. Mais l'usine, alors il y a des gens qui ne sont pas du tout convaincus. Il y a les climato-sceptiques, donc on va voir que ce n'est pas une catégorie très homogène. Qui sont les climato-sceptiques et combien on en trouve en France? Alors il y a une part... donc, déjà, qu'est-ce que c'est un climato-sceptique? Il y a plusieurs définitions qu'on peut donner. Donc, il y a ce qu'on appelle les climato-sceptiques durs, pour reprendre une expression de Parlons Climat. C'est ceux qui ne croient pas au changement climatique, qui ne pensent pas qu'il y a un changement. Ça, c'est une minorité de personnes. Ils sont à peu près, de nouveau, je parle sous contrôle de Lucas qui manipule très bien ces chiffres, ils sont à peu près 10% en France. Donc, un Français sur 10 pense qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Et ça varie un petit peu en fonction des années, comment on pose la question, etc. Est-ce que c'est plus ou moins ça? Après, il y a une deuxième question de est-ce qu'on croit aux origines humaines, aux origines anthropiques du changement climatique? Et là, le nombre de personnes, le nombre de Français qui
se disent oui, il y a un changement climatique, mais est-ce qu'il est vraiment d'origine humaine ou est-ce qu'il est uniquement d'origine humaine et il n'y a pas d'autre chose qui y contribue? Là, ça augmente énormément. Là, on arrive plutôt, en fonction des sondages, des manières de mesurer ça, on arrive plutôt entre 30 et 40% de la population qui vont se dire, voilà, il y a un changement climatique, mais on n'est pas sûr de pouvoir y attribuer des causes 100% anthropiques. Et juste pour le rappeler, au cas où quelqu'un avait un doute dans la salle, on est 100% sûr que le changement climatique est 100% dû aux humains. C'est à peu près un des trucs où il y a le plus de consensus scientifique au monde dessus. Prenez n'importe quel chercheur dans le monde, il le sait. Enfin, voilà. Donc là, on voit un vrai décalage entre, d'une part, les connaissances scientifiques et d'autre part, la perception de la population de ses croyances. Alors, on peut se dire 30% ou voire 40%, ça paraît énorme. 4 Français sur 10 qui ne croient pas aux origines anthropiques du changement climatique. Mais comme l'a rappelé Lucas, est-ce que c'est si grave si, d'autre part, ces personnes sont inquiètes du changement climatique et votent en faveur de politiques écologiques? Bon, on peut se dire, voilà, quel est le plus important? Est-ce que c'est d'avoir des connaissances très précises sur le sujet ou est-ce que c'est de soutenir la transition écologique? Ça, c'est une première distinction qu'il faut avoir. Même si il y a un certain nombre d'études en psychologie, en sciences cognitives, qui montrent que la première chose, un peu la première étape pour croire au changement climatique et puis donc s'engager dans le changement climatique, c'est de croire dans le consensus scientifique. Ça, c'est très important. Les personnes à qui on présente le consensus scientifique, à qui on explique, ben oui, en fait, c'est globalement aujourd'hui, on peut dire que c'est 100% des scientifiques. Avant, on disait souvent 97% des scientifiques sont d'accord. Globalement, là, ça fait 20 ans que toutes les publications légitimes sur ce sujet sont d'accord pour dire qu'il y a un changement climatique, etc. Et quand on présente cette information et qu'on montre aux gens que oui, il y a un consensus scientifique là-dessus, il n'y a pas de doute, on connaît les trajectoires, etc., eh bien ça, c'est une porte d'entrée pour derrière accepter plein d'autres informations sur le climat, y compris les solutions, les changements qu'ils vont faire. C'est ce qu'on appelle en anglais le Gateway Belief Model, parce que c'est une porte d'entrée pour le climat. Donc ce consensus scientifique, il reste néanmoins important comme première étape d'engagement. Vous avez fait une étude hyper intéressante sur les climato-sceptiques en France, justement. Et dedans, il y a plein d'enseignements qui sont très contre-intuitifs sur notamment ce qui rend les gens climato-sceptiques. Ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas trop connu dans la salle. Est-ce que, alors Lucas ou Mélusine, je ne sais pas qui veut nous dire qu'est-ce qui rend les gens climato-sceptiques aujourd'hui? Alors, je pense que d'abord, c'est des choses qui sont, c'est des phénomènes complexes, qui sont multifactoriels, etc. Mais nous, c'est vrai qu'on a réussi à isoler certains facteurs, mais peut-être un micro-point pour rebondir sur ce que disait Mélusine. Nous, dans notre dernière étude qu'on a faite là auprès de 4000 personnes en novembre-décembre cette année, on testait 13 politiques publiques de transition. En moyenne, chaque individu, chaque Française, chaque Français en soutient 9. Les personnes climato-sceptiques en soutiennent 7,5. Donc on n'est pas non plus sur oh là là, climato-sceptique égale je suis opposé à toute politique de transition, merci, au revoir, etc. Et ça, je pense que c'est un signe égal qu'il faut aussi qu'on arrive un peu à casser les uns les autres dans notre tête. 30% potentiellement de climato-sceptiques en France, ça ne veut pas dire 30% de gens qui sont automatiquement opposés aux politiques de transition, et je trouve que c'est super important de le rappeler. Mais alors juste pourquoi? C'est parce qu'il y a des politiques qui règlent le climat, mais aussi d'autres choses, et ils sont d'accord avec les autres choses, mais en fait, par ricochet, ça règle aussi la question climatique. Je pense qu'il y a beaucoup de réponses différentes là-dedans, mais d'abord, il y a le fait de se dire que des personnes qui ne pensent pas que le changement climatique est principalement, voire uniquement d'origine humaine, ça ne veut pas dire qu'elles ne disent pas qu'il n'y a pas une part d'influence humaine là-dedans. Dans les questions qu'on pose nous-mêmes sur ce sujet-là, très souvent, on n'a que des réponses binaires. C'est l'humain ou c'est totalement naturel. En fait, à partir du moment où on rajoute des possibilités intermédiaires, on voit que ceux que nous, on qualifie du coup de climato-sceptiques vont se positionner beaucoup plus sur les réponses intermédiaires. Genre, il y a un peu des deux quand même. Il y a un peu d'influence humaine. Nous, on a fait beaucoup d'entretiens avec des climato-sceptiques. Ils sont finalement très rares à dire que l'humain n'y est vraiment, absolument, pour rien du tout. Donc, je pense que ça, c'est un premier élément de réponse. Il y a un deuxième élément de réponse, c'est que tu peux te dire que quand tu vois ce qui est en train de se passer, quand tu vois le changement qui est quand même en train de se passer, tu te dis que d'une manière ou d'une autre, il y a un mix de il faut qu'on s'y adapte, et quand bien même je ne pense pas que l'humain ait la responsabilité principale, ça n'empêche pas qu'il faut que d'une manière ou d'une autre, on essaie de s'en occuper
au sens large du terme. Et donc ça, c'est des choses qu'on voit du coup beaucoup. Et du coup, sur les raisons. Nous, c'est vrai qu'il y a un peu cette perception aussi de se dire le climato-sceptique, c'est la cause première derrière, par exemple, d'une opposition à la transition écologique. Nous, ce qu'on a perçu, et ça c'est vraiment dans des entretiens qualitatifs qu'on a menés avec des climato-sceptiques, on a un peu pris le problème à l'envers et on a vraiment eu l'impression que le climato-scepticisme, c'était finalement la résultante aussi d'un certain nombre de facteurs. Ça peut être un enjeu d'identité politique. Je suis climato-sceptique par finalement détestation des écologistes, qui sont vraiment des gens que je hais profondément, qui politiquement sont super loin de moi. Et donc tout ce à quoi ils croient, je n'y crois pas. Vraiment question d'identité politique pure et dure. Il y a un facteur de défiance et de complotisme qui existe quand même. Je suis défiant de manière générale vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des élites. Et donc finalement, tous les discours un peu majoritaires qui circulent, je vais venir les mettre en doute. Ça, c'est un facteur qui existe aussi. On a un facteur aussi d'impuissance, avec des gens qui nous disent vraiment texto, je ne sais pas quoi faire, donc je préfère ne pas y croire. C'est parce que, en fait, sinon, je me mets moi-même dans une situation d'impuissance qui est absolument terrible. Et l'impuissance, ça peut être aussi, si jamais j'y croyais vraiment, et si il faudrait que je modifie mon mode de vie d'une manière qui m'est inaccessible. Et donc, en fait, je préfère encore ne pas y croire. Donc ça, je pense que le côté impuissance, c'est aussi assez important. Et finalement, le côté aussi défense d'un certain mode de vie, dans une certaine mesure. Si jamais je crois au changement climatique, si je crois qu'il existe vraiment et qu'il est d'origine humaine, alors je dois remettre en cause certaines parties de mon mode de vie que je n'ai pas envie et ou que je ne suis pas capable de modifier aujourd'hui. Et donc ça, c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une réalité, on est mis face à cette réalité, on sait qu'elle est réelle, mais comme ça vient à l'encontre de nos valeurs ou qu'il faudrait trop changer notre mode de vie, on choisit de changer notre système de croyance pour écarter ce truc-là dont on sait qu'il est vrai, en fait. Et donc, ce que tu disais aussi, ce que je trouve fou, c'est le côté, genre, puisque je ne peux pas agir, je décide de ne pas croire, ce qui est complètement à l'envers, en fait. Généralement, on se dirait que c'est plutôt l'inverse, quoi. Je pense que pour le coup, et je laisserai peut-être les camarades compléter là-dessus, il y a un moment où, en fait, si le choix qu'on te propose, c'est de dire admets ton impuissance, admets de te sentir impuissant face à quelque chose qui est énorme, en fait, tu préfères le rejeter. En fait, c'est quelque part, j'ai envie de dire, c'est presque un enjeu de maintenir sa propre santé et son équilibre psychique, quoi. Je suis face à un truc absolument énorme dont on est en train de me dire que ça va me ravager la gueule. Et globalement, j'ai l'impression que je peux absolument rien y faire. Je préfère encore ne pas y croire parce que, en fait, sinon, je suis vraiment dans une situation qui est horrible, en fait. Karine, dans un entretien récent au Vert à l'occasion de la sortie de ton livre « Les dangers de notre alimentation », tu nous as dit à plusieurs reprises l'information ou le savoir, c'est le pouvoir. Alors, est-ce que pour embarquer les gens, c'est indispensable de s'assurer qu'ils soient bien informés ? Oui, et d'autant plus qu'on est dans un système aujourd'hui de désinformation dangereux, enfin délétère, puisque qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? Quand on entend écologie, tout porte à nous faire croire, et malheureusement ça marche assez bien, 1, écologie punitive, 2, responsabilité et donc culpabilisation individuelle de nos comportements et des injonctions de ce qu'on devrait faire, et ça nous met dans des situations intenables que tu viens très bien de décrire. Alors que si on prend un pas de recul et qu'on regarde de façon systémique, ça nous permet de revoir de l'information au complet et du coup de la redonner. Je m'explique. En fait, qu'est-ce qui est punitif ? Ce n'est pas l'écologie qui est punitive. Ce qui est punitif, et moi je vais vous parler de là où du coup j'ai développé une petite expertise et expérience qui est le système alimentaire. Et l'alimentation, c'est fascinant parce que c'est politique et que c'est un levier très puissant, puisque c'est à la croisée des chemins justement environnementaux, sociaux, de lien social autour de la table, mais aussi économique avec la question de pouvoir d'achat et même de démocratie. Et qu'est-ce qu'on essaie de nous faire croire avec cette histoire d'écologie punitive ? C'est la stratégie du diviser pour mieux régner. Donc ce qu'on entend sur le système alimentaire, la petite musique, c'est qu'il faut choisir entre produire pour nourrir les Français, Françaises et même le monde entier dans notre vision néocolonialiste, ou protéger l'environnement. On entend aussi qu'il faut choisir entre être du côté des producteurs, des productrices, ou être du côté des consommateurs, parce que c'est quand même assez clair, c'est quand même la faute des consommateurs qui veulent des produits moins chers que les producteurs ne sont pas rémunérés correctement, n'est-ce pas ? Diviser pour mieux régner. Or, ce système, en fait, il peut bien évidemment être équilibré
si on remettait les responsabilités où elles sont. Donc, en l'occurrence, bien évidemment, ce n'est pas certainement au public d'aujourd'hui que je vais l'apprendre, et j'ai remis toutes les références, toutes les sources dans le livre, justement pour réarmer aussi tout le monde de pouvoir utiliser ces faits et ces chiffres dans des débats, dans des discussions à tout niveau. Bien évidemment qu'il est démontré qu'on peut nourrir tout le monde avec notamment de l'agroécologie. C'est une question en fait de comment on s'y prend, et le reste n'est pas une fatalité. Bien évidemment qu'on pourrait avoir un système, si on le voulait, qui assurerait la vraie souveraineté alimentaire, qui est donc le droit des populations à choisir ce qu'elles mangent et comment elles le produisent, avec une équation qui permettrait de ne plus avoir un agriculteur, une agricultrice sur 6 qui aujourd'hui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est 18%, la source c'est l'INSEE. Ça aussi, vous voyez, dire la source quand on dit quelque chose, c'est une façon d'appuyer tout d'un coup un fait et peut-être d'habituer aussi, de se réhabituer les unes et les autres à questionner les informations et les fake news dont on nous arrose tous les jours. En tout cas, ce système, aujourd'hui, il a un bout de la chaîne une partie des agriculteurs qui ne vivent pas de leur métier, et à l'autre bout de la chaîne, plus de 11 millions de personnes, consommateurs, mais aussi citoyens, citoyennes, tout simplement, qui ne sont pas que des consommateurs, justement, qui sont confrontés à la précarité alimentaire en France. C'est fou, en fait. Et au milieu, on a une industrie agroalimentaire et 5 distributeurs qui font la pluie et le beau temps sur un système qu'ils contrôlent. Alors, la première chose, quand je dis l'information, savoir, c'est pouvoir, c'est remettre ça. C'est se redire, OK, mais en fait, il y a 70% des achats alimentaires faits dans les supermarchés aujourd'hui en France. Il y a 5 distributeurs qui contrôlent 80%. Donc, quand vous me dites que le problème principal, c'est l'éducation, et qu'en fait, c'est le choix que les consommateurs font quand ils vont s'acheter à manger. De quoi vous parlez? Parce que ce que je vois, moi, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, quand le débat est porté pour déplacer vers la responsabilité individuelle la question de l'éducation, du choix individuel, etc., avoir toutes ces informations, c'est se réarmer pour, dans toutes les discussions, que ce soit dans un ministère comme moi je le fais, mais aussi vous, chacune, chacun, au travail, dans la famille, partout, d'en fait mener cette guerre culturelle de remettre du lien, de remettre de la vision globale pour dire diviser pour mieux régner, c'est pas OK. Et quand on regarde les faits, arrêtons de mettre une injonction sur les individus et en revanche, serrons-nous les coudes. C'est ce qu'on fait à Foodwatch, mais aussi avec plein d'autres alliés. Serrons-nous les coudes pour agir, en fait, parce qu'on ne va pas laisser faire sans rien dire, parce que quand on regarde qui est responsable, alors vraiment, c'est pas l'écologie la cause des problèmes, quoi. La cause des problèmes, c'est un système qui verrouille et qui empêche de considérer que la protection de nos ressources naturelles, de l'écologie, de la biodiversité, des eaux, on peut parler des eaux minérales en bouteille, hein, qui sont tellement contaminées que Nestlé Waters s'est senti obligé d'utiliser des filtres illégaux, donc on a porté plainte et il y a une instruction judiciaire. C'est dénoncer ce système-là pour remettre en fait de la possibilité de dire, bien sûr que l'équation paisible du lien social et d'une production agricole et d'une façon de vivre et d'une façon de consommer et de produire qui est en même temps respectueuse non seulement de la justice sociale mais aussi de l'environnement, elle est possible et elle est même souhaitable et on peut y gagner beaucoup de choses. Mais montrons ce qui n'est pas acceptable et co-créons ce que l'on souhaite voir advenir. Alors aujourd'hui, vraiment, il y a une désinformation qui fait de plus en plus rage sur les questions environnementales. Hein. Le climat, c'est peut-être le sujet sur lequel il y a le plus de désinformation à l'échelle mondiale. Et comme vous le savez peut-être, alors on va pas aller beaucoup plus sur ce terrain-là, on a créé une newsletter et une rubrique qui s'appelle Chaleurs Actuelles, voilà, un hommage à un de nos médias préférés, où on a recruté un journaliste à temps plein pour ça. Donc on est vraiment en train de se spécialiser sur la désinformation climatique. Et là, on a notamment un papier qui va sortir sur toute la polémique autour du comté. Qui est alors voilà, il y a Pierre Rigaud qui est naturaliste qui a dit que le comté c'était pas foufou pour l'environnement. Le Figaro a embrayé en expliquant que les écologistes, alors qu'il n'est pas du tout membre du parti des écologistes, voulaient interdire le comté, alors que c'est pas du tout ce qu'ils proposent. C'est parti en boucle sur les médias du groupe Bolloré, le JDD, CNews, Europe 1, etc. Et donc maintenant c'est absolument partout dans le débat public, et alors que personne n'a parlé d'interdire le comté. Donc voilà, il y a un article à lire là-dessus bientôt. Et je vois qu'il y a Sophie Roland qui est dans la pièce. On a aussi lancé une nouvelle offre de conférence, je vais passer à la séquence publicitaire, avec une conférence spécialement sur l'information et la désinformation, parce qu'on considère que justement c'est un préalable indispensable à l'action et que c'est déjà faire de l'écologie que d'apprendre à s'informer correctement. Voilà, parenthèse fermée sur la désinformation. Albert, est-ce qu'on a besoin d'avoir toutes les informations sur la crise climatique pour agir? Ou est-ce que finalement on peut agir en n'ayant qu'un petit bout du problème? Non, on agit même parfois sans savoir. C'est-à-dire, savoir, c'est mieux, mais savoir, c'est ni suffisant, ni parfois nécessaire. Il y a plein de choses qu'on fait qui n'ont rien à voir avec le climat, on ne sait pas pourquoi on les fait.
Bon, on a des tonnes de leviers pour agir. Ça peut être des normes sociales, ça peut être des réductions de dissonance cognitive, ça peut être des choix par défaut. Je n'ai pas décidé jamais que je vais manger des bananes. Il y a des bananes et je mange des bananes et je ne mange pas des fruits du dragon. Évidemment, c'est mieux quand on sait, mais le piège, c'est de croire que savoir, c'est suffisant. Et savoir ne suffit pas. Il y a un modèle qui a été très étudié dans la littérature sur le changement climatique et le modèle du déficit informationnel. C'est qu'on avait dépensé des milliards pour informer, de la pédagogie, informer, et ça a fait un peu pchit. Tout le monde sait que fumer tue, ça n'empêche pas les gens de fumer, et là c'est vraiment un enjeu entre moi et moi-même. Il n'y a pas d'enjeu climatique, il n'y a pas la banquise, il n'y a rien. Je m'auto-donne un cancer des poumons et je le fais. Et une des clés, c'est un peu ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure, c'est de la dissonance cognitive, c'est-à-dire quand on est dans une tension entre ce que je crois et ce que je fais, entre deux croyances, une croyance et un comportement, deux comportements, il faut réduire cette dissonance. Et Léon Festinger, qui a développé ce concept, il a identifié 3 manières de réduire la dissonance. Donc, soit on refuse la croyance, on dit non, c'est pas vrai, soit on change le comportement, soit on change le sens. Donc, si je reprends l'exemple de ma clope, soit j'arrête de fumer, et je retrouve ma consonance, soit je me dis, en fait, on me ment, fumer ne tue pas, et je continue à fumer, soit je me dis, ok, fumer tue, mais ça me donne un plaisir, et si je meurs à 75 ans au lieu de 80, c'est acceptable, et je continue à fumer. Et quelque part, ces portes, ce n'est pas moi qui les choisis. Il faut aussi voir qu'est-ce qui est disponible, dans quelle porte est plus facile. Souvent, par exemple, en thérapie, souvent, on va identifier comment rendre des portes plus accessibles que d'autres pour privilégier cette porte-là. Et aujourd'hui, pour le climat, effectivement, la porte la plus simple, c'est de dire c'est pas nous. Ou parfois, il y a une troisième forme de climato-scepticisme, peut-être dont on n'a pas parlé, parce que c'est un peu un truc assez pervers, c'est les technosolutionnistes. C'est-à-dire, ils disent il y a un réchauffement climatique, il est d'origine anthropique, mais la technologie va nous sauver, et donc on n'a pas besoin de faire grand-chose. Il faut juste tout bourriner sur l'IA et espérer qu'elle nous donne une solution. Et on rigole, mais Eric Schmidt, un des membres du comité de direction de Google, on lui a posé cette question. On lui a dit, c'est-à-dire sommet sur l'IA, on lui a dit l'IA, mais le coût climatique de l'IA est énorme. Il a dit ouais, je suis d'accord avec vous. Il n'a pas nié. Il dit ouais, je suis d'accord avec vous, le coût climatique est énorme, et c'est pas une bonne chose, mais c'est le long run. Si on avance assez vite sur l'IA, peut-être que l'IA va nous donner la solution. Et dans ce cas-là, on est un peu en train de creuser la tombe pour après bien la reboucher. Et donc, savoir, c'est vraiment une brique parfois presque minime dans le changement des comportements. Et on a des tonnes d'exemples dans l'histoire des changements sociétaux, que ce soit l'alcool au volant, la clope en intérieur, etc. etc. On a souvent eu besoin d'une ère de la guerre qui est une action législative qui dit « Ok, vous ne pouvez pas fumer en intérieur et les clopes vont coûter 20 €. » Et là, il y a de moins en moins de fumeurs. Alors qu'avant, on avait informé, encore une fois, je m'auto-empoisonne, je empoisonne mes enfants. Ça ne changeait pas grand-chose sur le nombre de nouveaux fumeurs à toutes les catégories d'âge. Savoir ou ne pas savoir, finalement, influe assez peu sur cette action. Il y a quelque chose qu'on dit également souvent, c'est quand les gens auront les pieds dans l'eau, ils finiront par agir. On voit que ça commence à être réel, et en France également, et répété. Vivre les effets du changement, est-ce que ça ne suffit toujours pas à convaincre d'agir ? On va dire que c'est un cran au-dessus de juste savoir. Et je ne suis pas en train de dire que savoir, ce n'est pas important. Savoir, c'est très important si ça se systémise. Mais croire que savoir, ça implique un changement comportemental, le gap est énorme. Même avoir l'intention d'agir, ce n'est pas assez pour agir. On a un autre concept très important qui est le trop intention-action. C'est pas parce que je dis que le truc le plus basique que vous avez tous fait, vous connaissez tous le trop intention-action sous un autre nom qui est la procrastination. Alors je dis, je vais me mettre au sport. Ce n'est pas assez pour le faire. Je vais changer mon régime alimentaire. Donc c'est même pas je ne sais pas. Je sais et j'ai l'intention. Mais ce qui compte, c'est le comportement. Et c'est un peu ça le Graal qu'on veut, le changement du comportement. Être impacté, c'est un peu mieux. Mais dans le problème de la transition écologique, c'est qu'il y a une asymétrie de responsabilité. C'est-à-dire les personnes qui vont être les premiers à impacter sont souvent ceux qui ont le moins de marge de manœuvre et le moins d'impact derrière. Donc si on va attendre que Elon Musk se fasse impacter, on va attendre encore très très longtemps. C'est pour ça où c'est un enjeu systémique d'organisation sociale. Mais évidemment qu'être impacté, c'est un peu mieux, mais toujours pas suffisant.
Alors justement, il y a une expérimentation qui tourne beaucoup en ce moment, c'est la cabine à 50 degrés, où voilà, on va dans un camion pendant, je sais pas, 30 minutes, 1 heure, la température monte jusqu'à atteindre 50 degrés, et on est censé faire des tâches quotidiennes, de l'exercice physique, et voir, donc se projeter dans un monde à 50 degrés, pour se rendre compte que, évidemment, que c'est parfaitement invivable. Mais l'usine, est-ce que toi tu penses que c'est le genre d'expériences qui sont pertinentes? Et est-ce que le choc, vivre ça dans sa chair, c'est-à-dire pas juste voir les incendies en France, mais connaître une chaleur extrême, est-ce que c'est quelque chose qui peut permettre de faire évoluer un peu la conscience sur le changement climatique? Donc effectivement, on peut voir s'informer comme une première étape. Et ensuite, il faut être concerné. Il faut se dire, il y a un danger ou il y a un bénéfice que je peux en retirer. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc ça, c'est un peu une deuxième étape. Et parfois, c'est difficile. On peut connaître le changement climatique, on peut savoir un peu toutes les données, sans pour autant se sentir menacé. Et d'ailleurs, comme c'est souvent diffus, c'est loin dans le temps, c'est loin dans l'espace, on a un peu cette date magique, l'horizon 2050, où tout ira bien jusque-là, et puis en 2050, le changement climatique va nous tomber dessus. Parfois, ça peut être loin géographiquement, et en plus, on a tendance à être optimiste là-dessus, où les études montrent que systématiquement, les gens pensent qu'ils seront moins affectés par le changement climatique que les gens autour d'eux. Donc on a tendance à être un peu optimiste là-dessus. Et donc, comment est-ce qu'on peut quand même faire montrer ce risque qui peut, si on n'est plus concerné, comme le disait Albert, c'est un peu ça crante un petit peu la motivation de se dire ok, ça va m'affecter. Eh bien, on peut rendre ce risque plus tangible, de parler des choses du quotidien au lieu de parler de degrés de réchauffement, ce qui est très abstrait. On peut parler d'écoles qui ferment parce qu'il n'y a pas de climatisation, il fait trop chaud, de systèmes alimentaires qui se cassent la figure, enfin de choses du quotidien. Et puis on peut faire l'expérience directe de ce genre de choses. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, donc d'aller dans un conteneur et d'expérimenter ça. Est-ce que ça marche? Alors, des études qui ont fait des choses similaires, elles montrent que dans l'immédiat, oui, ça marche. Il y a un petit moment prise de conscience, mais c'est un peu la différence entre une émotion forte et puis une attitude de manière générale. On peut avoir une émotion très forte mais qui va être très courte et qui, en fait, dans la durée, ne va pas avoir d'impact. Ce qui compte pour motiver le passage à l'action, pour donner envie d'agir, c'est pas une émotion qui est contrainte dans le temps, mais c'est une attitude. Et donc ça, c'est une disposition plus générale face à un sujet. Donc c'est à chaque fois qu'on parle de climat, eh bien, on se sent peut-être en colère ou anxieux. Mais c'est pas aujourd'hui à 18h j'étais en colère. C'est de manière générale je suis en colère. Et donc ces émotions, ces expériences qui sont plus limitées dans le temps, eh bien, elles ont aussi un impact qui est limité dans le temps. Si elles sont répétées, ça peut marcher. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit avec les populations qui sont atteintes, qui ont été victimes d'un dégât causé par le changement climatique. Eh bien, déjà, première étape, il faut que ce soit vu comme quelque chose qui est lié au changement climatique. Si vous avez une inondation, mais qu'on n'en parle pas comme quelque chose du changement climatique, vous n'allez pas vous insurger. Donc c'est là où la presse a un rôle très important à jouer. Donc déjà, il faut prendre conscience que c'est lié au changement climatique pour pouvoir passer à l'action. Et on voit que les régions où il y a eu plus de vagues de chaleur, d'inondations, dans les années qui suivent, ont tendance à avoir des votes qui soutiennent plus l'écologie. Donc ça marche. Mais l'effet, il n'est pas très stable dans le temps. Au bout d'un moment, on revient au quotidien. Et donc ces émotions, elles peuvent un petit peu jouer, mais il faut vraiment travailler sur les tendances de fond, et c'est pour ça que les expériences répétées sont importantes. Donc la veille des présidentielles, on met tout le monde dans un camion à 50 degrés et on espère qu'ils votent pour... D'accord. Et on a parfois tendance à considérer que si la population ne passe pas à l'action, c'est à cause de son cerveau. Est-ce qu'il n'a pas un peu bon dos, ce cerveau, Albert ? Si, il a très bon dos. Mais on revient à ce que tu disais, c'est une sorte de tour de passe-passe cognitif pour individualiser, voire même pas à l'individu, à son cerveau, et même pas à son cerveau. Souvent, c'est une zone très spécifique du cerveau, le striatum, qu'on blâme, mais c'est évidemment pas comme ça que ça marche. En fait, c'est vraiment une vision des sciences cognitives ou même du cerveau et de notre fonctionnement qui est à revoir. C'est-à-dire, on a, je sais que ça va paraître un peu bizarre quand je vais dire la phrase, mais on a tendance à croire que mon comportement vient de mon cerveau. Mais en fait, c'est pas vrai. En tout cas, il vient pas juste de mon cerveau. Notre cerveau est une sorte d'organe d'interrelation avec le monde. Et mes comportements ne viennent pas juste du fruit de mon activité cérébrale. Mes activités cérébrales ont ce qu'on appelle une boucle de rétrocontrôle avec son environnement. Donc il y a tout le temps une sorte de triptyque, on appelle ça la cognition incarnée, pour ceux qui sont intéressés par les mots techniques, que le comportement d'un humain
est le fruit d'une interaction permanente entre son cerveau, son état physiologique et son environnement. Et donc c'est très facile de dire, en fait, on va juste parler du cerveau. Je pense qu'en fait, il y a eu une sorte d'autres tours de passe-passe où, quand on a dépassé les modèles dualistes du corps et de l'esprit, on ne voulait pas vraiment les abandonner, donc on a remplacé l'esprit par le cerveau. Et on parle du cerveau comme si c'est un truc décorrélé et déconnecté du reste de notre organisme. Genre, il y a moi et mon cerveau, il y a mon cerveau, même mon livre s'appelle « Votre cerveau vous joue des tours », mais je suis un peu mon cerveau c'est moi, la limite elle est où, etc. Et donc quand on parle de ce triptyque, le cerveau, le corps et l'environnement, on appelle ça des niveaux explicatifs. Il faut se demander un comportement, quel est le bon niveau explicatif de ce comportement. Si par exemple j'ai un trouble anxieux, je sais pas, moi j'ai fait ma thèse sur l'anxiété sociale, donc je vous parle et j'imagine que vous pensez que ce que je dis est nul. Évidemment, mon cerveau est un bon niveau explicatif. Je suis en train de traiter l'information différemment. Mais si par exemple je suis très énervé parce que ça fait 3 jours que j'ai pas dormi, ça n'a rien à voir avec mon cerveau, c'est plus mon corps. Je suis fatigué et donc je suis plus irritable. Et parfois c'est aussi l'environnement. Si on me propose au supermarché que des produits qui viennent de l'autre bout du monde, c'est absurde de dire c'est mon striatum qui est en train de causer mon comportement délétère. Si tout coûte hyper cher et il y a des options beaucoup moins chères et que les gens vont vers les produits moins chers parce que je ne gagne pas bien ma vie, c'est hyper bizarre de dire en fait c'est son cerveau. Et donc il faut demander tout le temps quel est le bon niveau explicatif pour le comportement que je suis en train de voir, à quel pourcentage. Parfois c'est le cerveau, il est impliqué dans le comportement évidemment. Parfois c'est notre corps. Si je vis dans une chaleur extrême, si je vis dans un lieu où il faut que je marche pendant des heures pour amener de l'eau ou des choses comme ça, où je ne suis pas en sécurité, je suis dans une zone de guerre, je peux aller recycler mes déchets. C'est un peu étrange. Et parfois c'est l'environnement. Si la société est organisée, à chaque coin d'école il y a un McDo, c'est pas le cerveau qui fait que les gens vont être en malnutrition ou dans la malbouffe. On appelle ça les conditions facilitantes. Et il faut créer les bonnes conditions pour promouvoir certains comportements. Et oui, le cerveau joue un rôle, mais on a tous des cerveaux relativement similaires. Et si c'était vraiment une cause biologique, comme le prétendent certaines personnes, il ne devrait pas y avoir d'écologistes. On devrait tous être en train de amazoner et de shiner notre vie toute la journée. Et clairement, ce n'est pas le cas. Alors justement, Karine, est-ce que toujours tout renvoyer à l'individu, voire à notre cerveau, voire à une zone du cerveau, est-ce que c'est pas une manière justement de détourner l'attention de personnes qui sont vraiment responsables et de choses qui sont éminemment collectives ou politiques ? Oui, absolument. Et ce que j'ai vraiment envie de partager avec vous, et pour tenter humblement aussi et collectivement qu'on réponde à la question, comment on fait pour du coup se mobiliser, nous mobiliser, aller mobiliser un maximum de gens pour faire changer ce système qui est délétère. Et si je repars du système agroalimentaire que je décris, il y a aussi les stratégies des lobbies. Enfin, toujours est-il que je ne sais pas ce que fait le cerveau, mais ce que je vois, c'est qu'on a un système où aujourd'hui, il y a tous les millions de gens là, qui n'accèdent pas à une alimentation saine et durable alors que c'est un droit fondamental. Et on a un système qui détruit le vivant, l'eau, la santé publique, la santé des agriculteurs, mais aussi de tout le monde. Ça coûte des milliards, c'est démontré maintenant. Et on nous fait avaler que c'est normal en fait. Et surtout, on essaye de nous faire croire à nos petits cerveaux que c'est notre faute et que oui, il faudrait changer les comportements. Et encore une fois, c'est parce que les gens sont trop bêtes, donc il suffirait de les éduquer. C'est une stratégie de diversion calculée. C'est ça que notre cerveau il peut voir aussi quand on reprend l'information. Et l'information, c'est pas juste se dire « Ah tiens, il faudrait que je fasse tel ou tel changement dans mon comportement », c'est hyper important. Mais tant qu'on ne va pas changer ce système et le rapport de force, on peut toujours pisser sous la douche. On le sait, ça ne suffira pas en fait. Mais par contre, vous faire croire que pisser sous la douche, ça va suffire, ou que c'est parce que vous êtes trop bête, que vous n'allez pas acheter des fruits et légumes et que vous achetez du Nutella, là, c'est quand même bien pratique quand on est ceux qui sont responsables. Donc encore une fois, si je prends le secteur que je connais le mieux, les Nestlé, Danone et compagnie qui se croient au-dessus des lois, que du coup on a attaqué en justice, les grands distributeurs qui prétendent être des alliés des gens et de la vie pas chère, mais à chaque fois qu'on fait une enquête, et je vous donne en avant-première, il y en a une qui va sortir bientôt, à chaque fois qu'on fait une enquête, on montre qu'en fait cette grande distribution, elle flèche les produits les moins chers majoritairement vers des produits moins sains et ultra transformés. D'accord, c'est démontré. Il y a une étude de Foodwatch de janvier 2025 qui a montré que sur 400 produits, 12 catégories de produits, les 5 produits les moins chers, à chaque fois, la teneur moyenne en sucre était plus élevée que les 5 produits les plus chers de la même catégorie. Mais par contre, ce qu'on veut vous faire croire, c'est que eux n'y sont pour rien parce que c'est une question individuelle. Et surtout, ce qu'on veut vous faire croire en plus, c'est qu'on est impuissant. Donc non seulement c'est notre faute, votre faute,
Mais en plus, on est impuissant à faire changer ce système. C'est-à-dire que tout d'un coup, si on dit oui, mais alors quand même les pesticides, oui, mais alors quand même la malbouffe, il y en a beaucoup, non? Oui, 70% en moyenne de produits ultra transformés dans les rayons. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Et ça, c'est ce que j'entendais aussi tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux y faire? Ça arrange qui de penser qu'on ne peut rien y faire? Ça arrange la petite minorité d'acteurs qui contrôlent ce système verrouillé exprès, parce que oui, du coup, j'ai pas du tout envie, je suis pas du tout complotiste et jamais dans les généralités, mais c'est pour ça que tout est sourcé. En fait, quand on regarde les faits et les infos... Je suis pas complotiste, mais attention, c'est un red Non, flag, non, pardon, ça. ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que justement, c'est la différence. Je suis pas en train de dire tous pourris, je suis en train de dire quand on regarde les faits et les chiffres, factuellement, dans chaque étage de la production agricole et alimentaire, c'est à chaque fois 5 ou 6 entreprises qui contrôlent, les marchés et qui tirent des bénéfices au détriment de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Eh bien, moi, ce que je veux aussi redire et repartager aujourd'hui, et après, il y a les scientifiques qui nous apportent, j'apprends beaucoup de choses sur le cerveau, mais en tant que, du coup, militante, j'ai aussi envie de dire pourquoi on accepterait l'inacceptable. Le changement, il va commencer en ce qu'on dise, on ne va pas laisser faire sans rien dire. Et donc, à chaque niveau, qu'il soit local, qu'il soit à travers des associations, on peut tenir tête et faire changer ce système, dénoncer ces pratiques abusives pour commencer par dire « on vous voit ». Et le jeu de pas vu, pas pris, ça suffit. Donc ceux qui polluent sans qu'il y ait le principe de pollueur-payeur, ceux qui mettent de la malbouffe délibérément pour ceux qui n'ont pas assez d'argent et qui payent du coup le double prix et qui sont doublement victimes, on vous voit et on ne va pas accepter ça. Et la deuxième chose, c'est sur du coup la responsabilité individuelle. En revanche, moi je suis convaincue, et on le voit avec des expérimentations précises, que si on redonne de l'espace, si on n'oblige pas les gens à aller dans un système verrouillé, mais quand on redonne de l'espace, prenons l'exemple de démocratie alimentaire, avec des exemples d'AMAP, de sécurité sociale de l'alimentation expérimentée dans 30 villes en ce moment en France. Plein d'autres, je peux y revenir, je ne veux pas être trop longue. Mais on se rend compte de quoi? Quand on donne de l'espace, que les citoyens, les citoyennes reprennent de l'espace et des initiatives, qu'on s'appuie sur l'intelligence collective, qu'on se redécouvre, qu'on se re-respecte, qu'on recrée du lien social, qu'on réfléchit à comment on veut vivre ensemble, s'alimenter, aller peut-être diriger nos achats vers des producteurs locaux, eh bien, il y a des initiatives qui sont formidables et qui montrent concrètement que, bien évidemment, qu'on peut être écolo et solidaire et résilient et intelligent, et que ce n'est pas une question d'être écolo au sens où ça cliverait les gens, mais que c'est une question vraiment de repartager ensemble des solutions pour la justice sociale et environnementale. Et ce n'est pas une utopie au sens où ça serait quelque chose d'inaccessible. On veut vous faire croire que ce n'est pas possible. Ça existe, il y a plein d'initiatives partout en France, et reprenez le pouvoir pour aussi les relancer, les soutenir, reprendre cet espace. Et donc non, ce n'est pas une responsabilité que individuelle. Et quand on la prend, cette responsabilité individuelle, on peut vraiment faire des choses formidables. Alors moi, je ne suis pas complotiste, mais Lucas, tu voulais réagir? Je veux dire... Sur le cadrage par l'individuel, moi, il y a une première chose que je trouve toujours intéressante, c'est qui a été bien mise en lumière par des gens à l'IDRI. On dit l'IDRI en 2 mots, c'est quoi? C'est un think tank qui travaille sur les questions notamment de climat. Et habituellement, on dit quand on veut, on peut. Et eux, ils inversent ça. Ils disent quand on peut, on veut. Et je trouve ça très important. Je trouve que c'est une forme de résumé d'un certain nombre de choses qu'on est en train de se dire là. En fait, quand typiquement l'offre qu'on a en termes alimentaires, elle est accessible pour celle qui est de qualité, en fait, ça va changer nos comportements. Donc passer de ce côté, voilà, quand on peut, on veut, je pense que c'est important à avoir en tête. Et juste sur le cadrage par l'individuel, moi c'est quelque chose qui me frappe énormément. On fait du coup nous beaucoup d'entretiens qualitatifs, du coup avec des gens peu engagés, on discute super longtemps, etc. Et en fait ça me marque beaucoup comme ils sont toutes et tous capables de dire « Ah mais je sais, moi je devrais faire ça, je fais pas ça bien, j'en fais pas assez, machin, etc. » Les gens sont très conscients de ça. Donc vraiment, et quand on leur dit « Il faudrait faire quoi pour le climat et pour l'écologie ?» du coup, ils projettent en fait cet enjeu de comportement individuel, y compris sur les responsables politiques. C'est-à-dire que quand on leur demande, et les responsables politiques, ils devraient faire quoi? Moi là, j'attends la grosse politique publique régulière, machin, etc. Ah non, ils devraient arrêter de prendre l'avion et ils devraient moins faire de banquets. Donc ce que je veux dire, c'est que le cadrage par l'individuel, en fait, il a des effets qui sont extrêmement délétères. Et je pense que collectivement, il y a des fois où, sans le vouloir, mais on participe à le maintenir.
Moi, je vois typiquement, moi, tout à l'heure, quand je vous parlais des études d'opinion, vous avez peut-être pas remarqué, mais dans aucun des indicateurs que je vous partageais comme étant des indicateurs importants, il y avait des indicateurs d'évolution de comportement individuel. Il y a pas mal d'études qui sortent parfois, qui disent « Oh là là, les Français veulent plus de l'écologie, pourquoi ? Parce qu'ils achètent moins de bio ». En fait, moi, le cadrage, c'est cadré par le comportement individuel, alors qu'on sait que les environnements alimentaires jouent beaucoup plus. Un autre point qui est plus une anecdote, mais qui, moi, m'a frappé. Il n'y a pas longtemps, je déjeunais avec un être humain qui est un écologiste engagé, convaincu, machin, etc., qui défend plein de choses. Et donc, on déjeune, machin, etc. Ensuite, je rejoins quelqu'un qui est une écologiste extrêmement convaincue, extrêmement engagée. Et je lui dis que je sors de ce déj. C'était Cyril Dion et Camille Etienne ? Je balance pas. Bon, je dis que je sors de ce déj, etc. Et la question qui m'a été posée tout de suite, c'est « Et il a mangé quoi ?» Ah, il n'est pas végétarien. Et donc, il y a quand même, je trouve que ce cadrage par le comportement individuel, en fait, on l'a nous-mêmes collectivement quelque part intériorisé. Et donc, je pense qu'il faut aussi qu'on prenne garde à ne pas le perpétuer, parfois à l'insu de notre plein gré. Ouais, comme on le comprend en vous écoutant, on est face à un problème systémique, on fait beaucoup porter sur l'individu. Est-ce qu'il existe quand même, Mélusine, des biais cognitifs qui freinent la mise en action de l'individu ? Ouais. Alors pour traiter cette question de comment embarquer toute la société, on peut se dire de toute façon c'est du changement systémique, c'est les entreprises, c'est ça. Enfin, on se bat contre tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait là ce soir ? Est-ce que les individus on peut vraiment faire quelque chose ? Et moi je commence mon semestre comme ça avec mes étudiants où j'enseigne un cours de psychologie et transition écologique où je leur dis alors la question auquel il faut répondre, c'est surtout pas comment motiver les individus à devenir écolos. Genre ça, c'est la pire question. Oubliez-la tout de suite. La question à laquelle on doit répondre, c'est comment motiver les individus à rendre le système écolo. Si vous devenez tous végétariens, habitat, low-tech, vous prenez plus jamais l'avion après ici ce soir, bon, c'est cool, hein, faites-le. Mais ce n'est pas super intéressant. Par contre, si tous ici ce soir en sortant, vous allez militer pour des politiques écologistes, vous achetez le livre de Karine et vous engagez pour l'alimentation, là, on aura réussi quelque chose. Donc, première question, c'est donc comment motiver les gens, comment construire un système qui est durable. Mais ça, heureusement, on a quelques clés. On commence à savoir ce que c'est un système durable. On a les moyens technologiques, on a les moyens financiers, on a les moyens technocratiques, on sait à peu près quelles lois il faudrait mettre en place. Et donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on motive les gens à changer ce système. Et pour motiver les gens à s'impliquer dans un changement systémique, à devenir plus activistes, à changer de travail, changer leurs investissements, voter en faveur de certaines choses, s'informer de manière responsable, eh bien, il y a tout un tas d'étapes et il y a des biais cognitifs qui peuvent être des obstacles qu'il faut franchir et il y a des choses qui peuvent nous aider. On a déjà parlé du fait que s'informer, c'est important, mais c'est pas suffisant. Parfois, c'est même pas nécessaire. Il y a plein de choses qu'on fait qui sont très importantes et on ne sait pas pourquoi on les fait. Il faut aussi concerner, il faut rendre ces enjeux très individuels, il faut que les gens comprennent pourquoi c'est important. Tu disais qu'avec ta grand-mère, avec Mamina, moi aussi ma grand-mère, je l'appelle Mamina, donc ça m'a fait bizarre. Tu peux l'appeler Mamina, hein, tout le monde Voilà. l'appelle Mamina. Avec Mamina, c'est quand elle a pensé à sa petite fille que ça a commencé à faire un changement. Parce que là, tout de suite, c'était plus un enjeu qui était abstrait, c'est quelque chose qui devient incarné sur quelque chose dont on est préoccupé. Et donc, parler de choses qui sont qui touchent directement la vie des gens, c'est plus efficace pour s'engager. Typiquement, quand on parle de nourriture, tout le monde mange, et bien dire, voilà, votre nourriture, elle vous rend en mauvaise santé, elle vous empoisonne, ou il y a plein de gens qui gagnent plein d'argent pour que vous soyez en moins bonne santé. Bon, mais ça, c'est plus concernant que de parler de trajectoire de décarbonation. Ça, c'est un peu trop abstrait. Et puis aussi de parler non seulement des dangers, mais aussi de toutes les choses qu'on a à y gagner. De parler de pollution de l'air qui a réduit à Paris. Vous avez peut-être vu, si vous êtes parisien, toutes ces affiches qui montrent que ces dernières années, la pollution de l'air a diminué de 25%, il me semble. 50% 25%. Je sais plus, c'est sur vert.eco. Toutes les réponses à toutes vos questions sont sur vert.eco. C'était une pub. Voilà, il a vu sur vert que c'était 50. Et ça a des conséquences
directe, immédiate, sur des choses aussi diverses que la concentration des élèves à l'école. Parce que oui, respirer dans un environnement pollué, ça donne mal à la tête, ça rend le fait de se concentrer, de réfléchir plus difficile. Et donc le fait qu'il y a moins de voitures dans Paris, ça veut dire que les collégiens parisiens, ils vont avoir des meilleures notes. Ça, c'est pas évident de premier abord, mais si on prend le temps d'expliquer, de montrer, de faire les différentes étapes, eh bien, ça peut donner peut-être un peu plus envie de changer le système et d'aller s'engager pour voter en faveur de ces lois. Et du coup, alors, t'as pas du tout répondu à la question de Rémi. Est-ce qu'il y a quand même des biais cognitifs, des petits trucs qu'il faut qu'on apprenne à hacker, ou est-ce qu'on a quand même des choses qui nous contraignent un peu dans nos raisonnements ou nos comportements? Oui, alors je peux en parler de un ou deux. Moi, j'utilise souvent mécanisme cognitif parce que biais, on a l'impression que c'est mauvais et que ça marche contre nous. Et en fait, il y a plein de biais cognitifs qui sont assez utiles. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont dans le cerveau. S'il y avait des trucs qui étaient vraiment contre nous, a priori, le cerveau aurait fait le tri et on les aurait pas. Mais une des choses qui est importante, c'est on a tendance à plus valoriser les choses immédiates que les choses dans le futur. Et quelque part, ça a du sens. Si vous aviez un ami qui se préoccupait toujours de ce qui va se passer dans 20 ans et jamais ce qui va se passer aujourd'hui, vous lui direz peut-être « Mon coco, il faut avoir les bonnes priorités, occupe-toi déjà de tes problèmes, et puis on verra dans 20 ans ce qui va se passer. » Mais ça, évidemment, pour le climat, ça peut être un inconvénient, parce que double phénomène. Déjà, le climat, c'est un truc du futur. On a l'impression que c'est un problème qui est moins urgent que la guerre, que le pouvoir d'achat, que la polarisation de la société. Moi, le nombre de mes amis hyper écolos qui, en un coup, se disent « En fait, c'est pas le climat, c'est la droite », qui basculent complètement d'enjeux parce que ça a l'air plus urgent que l'écologie. C'est assez impressionnant. Donc, premier problème, c'est un problème de long terme. Et en plus, c'est un truc qui va nous demander un coût immédiat pour des bénéfices sur le long terme. Si vous installez chez vous, si vous refaites l'isolation énergétique, ça va vous coûter cher aujourd'hui pour des bénéfices qui vont se répandre petit à petit sur le long terme. Et donc, ce qu'on appelle parfois le biais d'immédiateté, le fait qu'on préfère les récompenses immédiates aux récompenses dans le futur, eh bien, va nous pousser à ne pas agir, à préférer les choses immédiates. Et ça, il faut essayer de le contrer, soit en faisant en sorte qu'il y ait déjà des récompenses tout de suite. Et typiquement, la santé, c'est quelque chose où souvent on a des gains immédiats. Si vous faites du vélo, eh bien, vous aurez un gain immédiat de santé. Donc, parler de ces bénéfices, ces co-bénéfices qui sont parfois plus directs. Ou alors d'aider les gens à mieux se projeter dans le futur. En leur racontant le futur, il y a une technique qui est utilisée pour mobiliser ça, c'est de faire en sorte que les gens écrivent une lettre au futur sur leurs actions. Une lettre à soi-même, c'est ça? Une lettre à soi-même, ouais. Ou une lettre à ses petits-enfants. Ça, c'est une autre manière que tu peux tester avec Mamina. Elle l'a fait en live. Exactement. Et qui permet de rendre ce futur plus concret, peut-être un peu plus tangible, et donc d'en être plus préoccupé. Alors on va faire un tout petit jeu, puisque les gens sont quand même venus pour apprendre à manipuler leurs proches. C'était quand même ça le contrat tacite entre le public et nous. Je vais vous proposer 2 personnages et vous allez me dire comment ces personnes, on peut essayer de les embarquer. Donc je vais vous raconter un peu qui sont ces personnages et celles et ceux qui veulent prendre la parole pour me dire comment on peut essayer de les convaincre. Allez-y. Donc on a Dominique, il a 60 ans, il est prof de fac, il est absolument d'accord qu'il y a une urgence climatique, il trouve que c'est un sujet qui est hyper important, il est vraiment avec les petits jeunes qui n'en veulent et tout. Mais Dominique, c'est un homme de sa génération avec un certain pouvoir d'achat et il achète plein de trucs, il achète plein de gadgets, genre il achète un drone, c'est très spécifique puisque la personne existe réellement, elle s'appelle juste pas Dominique. Et Dominique, il s'était convaincu de plus prendre un SUV et il a changé d'avis alors qu'il continue à lire Vert et il est même membre du club de Vert. Dominique, il rachète un SUV. Alors qu'est-ce que je peux raconter, qu'est-ce que je peux dire à Dominique? Qu'est-ce que je peux espérer de Dominique? Est-ce que Dominique, il faut qu'il change ses comportements individuels? Est-ce que Dominique, finalement, s'il parle à tous ses collègues de Vert et il dit à tout le monde que c'est hyper important le climat, c'est plus important que du fait qu'il a un SUV ou pas un SUV? Voilà, qu'est-ce que je dis à Dominique? Et Dominique a mis un sticker vert sur son SUV, et c'est une histoire vraie. Et il pensait que c'était une bonne idée.
Je lui donne la liste de toutes les associations citoyennes les plus indépendantes possibles qui luttent de façon intersectionnelle à la fois pour l'écologie mais aussi pour la justice sociale, contre la pauvreté, la précarité il fait pas alimentaire. ça. Juste il dit que c'est hyper important. Ah bah si, il a de l'argent. Tu m'as dit, il est vieux, il a de l'argent. Juste, il va pas au bout de son comportement. Moi, c'est pas son comportement individuel que je vais chercher à changer. Je pense que c'est important, mais je pense qu'on se fourvoierait si on continuait juste de dire comment on bascule un comportement individuel. En revanche, moi j'ai compris qu'il est vieux, il a de l'argent. Et je sais, et je suis convaincue par expérience, puisque moi aussi je suis un peu âgée, donc du coup j'ai assez de bouteilles pour savoir qu'aujourd'hui ce que je crois humblement, c'est que ce qui va le plus impacter, c'est de se serrer les coudes dans des actions collectives. À toute petite échelle, même à créer une alternative à 3 ou à 500 000 abonnés à la newsletter de Foodwatch aujourd'hui pour aller embêter les ministères, l'industrie agroalimentaire pour dire en fait ça suffit, c'est un droit fondamental, on y va. Donc en vrai, le don que Dominique peut faire à plusieurs associations, eh ben ça va être extrêmement utile et ça va être un plus gros levier que de perdre mon énergie à le convaincre avec son fichu SUV. Là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire à Dominique. Non, très bien, on lui a répondu à Dominique. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes dans le public qui voudraient présenter une personne? Alors peut-être qu'on peut inventer un autre prénom comme je l'ai fait, et demander à notre panel comment parler à cette personne et qu'est-ce qu'on peut peut-être espérer de cette personne. Merci. J'inventerai pas de personne. Par contre, je vais parler de mon papa qui adore sa voiture. Et du coup, c'est votre vrai papa ou c'est un papa fictif? Non, c'est mon vrai papa. Et j'ai eu la même discussion que j'aurais eue avec Dominique. En fait, ce que je comprends dans son argumentaire, c'est que lui, il est passionné de sa voiture, il trouve qu'elle est trop belle, etc. Et donc moi, j'essaye plutôt de le rediriger sur d'autres voitures électriques. Alors pas Tesla du coup, parce que Elon Musk il est puni, mais juste d'autres voitures qui sont électriques, qui sont aussi cool, qui sont aussi sympas. Ou alors, il y a une start-up qui existe qui transforme les moteurs de voitures anciennes, belles, de collection. Alors, c'est pas des SUV, mais du coup, qui les transforme en moteurs électriques. Et du coup, l'incentive, c'est qu'il va pouvoir conduire dans Paris avec la bonne vignette et de pouvoir utiliser sa voiture et frimer avec. Voilà ce que je dirais à Dominique aussi. Merci pour lui. Il y avait une main levée là, je crois. Ah oui. Moi, je voudrais bien savoir alors, je suis enseignante et j'ai des élèves éco-délégués. Et puis, j'ai un petit élève parmi mes éco-délégués qui, à chaque fois qu'on discute de voitures, d'avions, il me dit « Ah ouais, mais non, madame, moi, je ne peux pas me passer de traverser Paris en voiture. C'est quand même vachement confortable. C'est vachement mieux. » Et il a 13-14 ans. Et à chaque fois, ça me bloque. Mais je crois que lui, il est vraiment foutu. Hein. Ah non, il n'est pas foutu parce qu'il est éco-délégué. Si, parce que quand même, il pense à l'avenir écologique, ça rentre, mais voilà, je voudrais aller plus loin avec lui et plus vite. Alors Lucas, comment on parle à ce jeune automobiliste éco-délégué? Je vais prendre le sujet un tout petit peu différemment. Qui croit dans cette salle que l'enjeu dont on parle est avant tout systémique et collectif? Est-ce qu'on est d'accord que là, les 3 fois où on vient de se parler d'un sujet et d'une personne, on était sur du changement de comportement individuel? Et pour moi, enfin, changer les bagnoles, etc., on est en plein là-dessus. Et en fait, mon point, il revient à ce que je disais juste avant. On a beau être convaincus tous et se dire machin, c'est du collectif, etc. Moi, j'aimais beaucoup du coup ta réponse pour ça tout à l'heure. C'est en fait nous-mêmes très souvent on cadre par l'individuel et donc je pense qu'il faut qu'on prenne garde là-dessus. Moi, je pense encore une fois que les enjeux les plus importants, c'est se demander comment des gens s'engagent, comment les gens soutiennent des politiques publiques, soutiennent potentiellement des associations, pour qui vont voter, les initiatives locales qu'ils vont pouvoir mettre en place au niveau local. Et je pense que c'est quand même... Enfin, encore une fois, le cadrage par les comportements individuels, il est
il est beaucoup dans la tête des gens aujourd'hui. Moi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très clair. Les gens, ils savent ce qu'on leur demande de faire, ce qu'ils devraient faire, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'ensuite, ils peuvent parler d'écologie culpabilisante, machin, etc. Ils ont l'impression qu'on leur rabâche en permanence. Parce qu'en fait, la pub aussi leur dit en permanence, changez de comportement, faites un autre truc, achetez ça, c'est mieux, achetez cette bagnole, mangez mieux, machin, etc. En fait, il y en a partout, en fait, des campagnes de communication sur ces sujets-là. Et donc, je pense que c'est vraiment important que collectivement, on se dise que quand on veut aller convaincre quelqu'un de faire quelque chose, de changer d'attitude, se dire c'est quoi les attitudes qui vont un peu plus vers du collectif au sens large qu'on peut arriver à faire changer plutôt que de l'individuel à chaque fois. Justement, c'était l'objet de ma question sur Didier. Est-ce qu'il faut que Didier il arrête de prendre des SUV ou est-ce qu'il faut que Didier il s'engage dans un collectif? Donc c'est tout à fait... Oh merde, j'ai dit son vrai prénom. Bon, normalement il y a un enregistrement, je couperai ce passage si c'est pas déjà reconnu. Juste un tout petit bout là-dessus aussi. Les injonctions contradictoires, en fait, c'est fou. Par exemple, si je reprends l'injonction, tu parlais là de oui, on nous dit il faut manger une alimentation plus saine et tout. Bah, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Mais le système, il ne permet pas à des millions de gens de le faire. En fait, pour la santé mentale, ça rend fou. On nous dit de faire un truc, on a compris, mais on ne peut pas. Donc, au-delà des limites cognitives, il y a aussi cette limite factuelle qui est absolument intenable. Et du coup, ça rend impuissant. Parce que soit on se dit, ben, en fait, je peux rien faire, soit on s'énerve. Et c'est là que je dis, dirigeons notre colère vers des actions collectives non violentes et constructives, mais qui vont aller vers des alternatives fascinantes. Je vais défendre le changement par l'individu. J'ai jamais fait ça. Mais en général, sur des tables rondes, je suis le seul de parler de systémie et les autres parlent d'individu. Peut-être c'est mon côté contrarien. En fait, quand on parle de changement systémique, c'est quoi un système? C'est une somme d'individus, quelque part. Et on peut mettre des poids sur les individus, mais on n'a pas tous les mêmes forces de frappe. Par exemple, si moi je pouvais changer le comportement individuel de Tim Cook, le PDG de Apple, et le persuader de sortir un iPhone chaque 4 ans, évidemment que je vais le faire. Du coup, ça dépend de quel individu. Si moi, je peux changer... C'est-à-dire, il y a quelque chose, un concept très important, de comment est-ce qu'on passe de l'individu au système. Par exemple, un levier, c'est les normes sociales. Si moi, je peux faire en sorte que tous les individus d'une commune boycottent McDo, et donc McDo fait faillite et ferme, c'est par des changements individuels que je suis en train de faire un changement systémique. Et donc, quelque part, c'est pas à dire « Ah, les changements individuels, on n'en veut pas », et je suis sûr que c'est personne qui est en train de dire ça. C'est quel individu, pour quel comportement, parce que quel est l'impact pour pouvoir créer. Par exemple, les influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est des individus. Ils peuvent lancer une sorte de mode. Là j'ai un ami qui est aux États-Unis, et il part pour un échange, il travaille sur le climat en plus, dans un labo en Californie. Là, il vient de m'envoyer, ils ont reçu une lettre, ça n'a rien à voir, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Ils ont reçu une lettre de « Faites attention à vos enfants, il y a une nouvelle mode sur TikTok d'essayer de brancher des cuillères dans les prises électriques. » Des cuillères dans les prises. Les pas fourchettes, des les cuillères, alors, en l'occurrence, je sais pas parce pourquoi, que c'est une cuillère, c'est compliqué. Enfin, là, on comprend qu'il y a une performance. Et donc, ils disent, attention, expliquez à vos enfants qu'il ne faut pas faire cette nouvelle trend. Mais une trend, ça commence par des individus. Et ça prend un mode de tache d'huile. Et donc, c'est plutôt quel comportement individuel. On parlait tout à l'heure des biais cognitifs. Souvent, on parle des biais cognitifs de nous. Mais par exemple, les politiques ont des biais cognitifs aussi. Un politique, il veut essayer de se faire réélire, et dans ses donateurs, il y a quelqu'un qui a une grosse boîte qui fait n'importe quoi. Bon, on les met dans une dissonance cognitive, on revient à la dissonance cognitive, on oublie que les politiques ont la même architecture cognitive que nous, où il doit choisir. Est-ce qu'il flingue sa campagne de réélection, ou est-ce qu'il dit bah, « fuck le climat, je veux me faire réélire ». Il y a une porte qui est plus facile que l'autre. Et donc, quelque part, si on fait des changements individuels pour créer de nouvelles normes sociales, c'est très bien. Si je suis dans un groupe de potes ou dans un quartier, on décide tous qu'on ne veut plus avoir de SUV et on veut, je sais pas, des voitures vintage, c'est cool. Mais si on culpabilise le facteur individuel juste pour rabâcher des trucs qu'on sait déjà, et tout le monde sait, encore une fois, même avoir l'intention n'est pas suffisante pour changer le comportement. Donc les gens savent et ont envie de le faire, mais ils n'y arrivent pas. Dans ce cas-là, ça devient contre-productif. Donc, pas chaque changement individuel. Ah, vous entendez mal au fond? Donc est-ce qu'il faut... Est-ce que vous entendez mieux si je parle comme ça? Comme ça, vous voulez que je mette le micro? Non, Albert?
Pose-le sur ton menton. Comme ça? J'ai l'impression que c'est la même chose. Et on parle un peu plus doucement peut-être. On n'a pas pensé à saluer le Seigneur en arrivant. Il se venge sur l'acoustique. Donc, je ne sais pas si j'utilise le micro ou pas. Je le mets, je fais... Là, c'est mieux? J'ai rien changé, mais je veux dire que là, c'est mieux. C'est une sorte d'effet placebo, je pense. Ça dépend de quel individu et combien est-ce que ce comportement individuel, si je mets le pas dessus, est-ce qu'il peut devenir... Est-ce que l'identité de l'individu vient du groupe et l'identité du groupe, c'est une sorte d'aller-retour. Donc comment est-ce que je change? Comment est-ce que je systémise des changements de comportement? Je pense que c'est vraiment là où il y a ce nerf de guerre. Et évidemment, si je peux changer le comportement de personnes qui peuvent avoir une action descendante vers un système, encore une fois, si on peut convaincre à Vincent Bolloré de changer ses comportements individuels, ça va se systématiser beaucoup plus que si moi je changeais mon comportement individuel. Donc quel individu? Et quand on parle de systémie, c'est important de se rappeler qu'un système, c'est la somme des individus aussi derrière. Et l'environnement, et tout le modèle économique, et tout ça. Mais quelque part, c'est pas décidé par... Je suis pas complotiste, mais... C'est pas genre des gens dans une salle sombre qui sont en train de dire le système va être comme ça. On a tous la même architecture cognitive relativement. Il faut voir comment est-ce qu'on navigue pour pouvoir systémiser les comportements. Alors justement, il y a un autre personnage dont je voulais vous parler. Il s'appelle Gabriel, il a 35 ans, il est ancien Premier ministre. Alors, malgré son jeune âge, il est favorable à la voiture individuelle, l'avion, la viande, la maison individuelle aussi. Il est contre la diminution des pesticides. Il veut pas qu'on appelle saucisses des saucisses végétales. Vraiment, ça, c'est un de ses combats. Et parfois, il prend des jets privés pour inaugurer des écoquartiers. Donc voilà, le personnage n'est pas fictif du tout, je pense que vous l'avez compris. Est-ce que c'est possible d'essayer de convaincre Gabriel, ou est-ce qu'il est trop enchâssé dans un système de valeurs ou dans un système politique qui l'empêche de prendre des décisions plus en faveur de l'environnement? Et peut-être question sous-jacente, est-ce qu'on peut convaincre des politiques de ce niveau-là de s'embarquer avec nous dans quelque chose? Oui, bien sûr. Les politiques sont les gens qui changent, qui retournent leur veste. C'est vrai que Gabriel Attal, Gabriel, il vient du PS quand même. Vous rendez l'écologie quelque chose qui arrange Gabriel pour redevenir Premier ministre, voire Président de la République, et puis il marche au pas sans aucun problème. Direct. Ouais, je vais peut-être rajouter un point là-dessus. C'est ce que tu disais en plus à l'instant, Albert, mais moi j'ai un camarade économiste qui me dit toujours les politiques qui maximisent pour une chose, c'est pour leur réélection. Et c'est vrai, dans une certaine mesure, quand même assez largement. Gabriel, moi, je lui expliquerai notamment les choses suivantes. Il y a 60% des gens qui en France priorisent l'enjeu climat ne votent pas à gauche, en fait. Les électeurs centristes en France aujourd'hui priorisent autant l'enjeu climatique que les électeurs de gauche. Ils soutiennent autant les politiques publiques climatiques que les électeurs de gauche aujourd'hui. En fait, c'est un facteur presque unifiant entre le centre et la gauche de l'échiquier politique, les enjeux climatiques aujourd'hui, sur tout un tas de mesures. Il y en a certaines sur lesquelles il y a quand même encore un peu de décalage. Mais quand même, globalement. Et donc voilà, Gabriel, je lui dirais, maximise pour ta réélection, camarade. Gabriel Attal est un camarade, c'est bien noté, Lucas. Bon, mes excuses à ceux qui voulaient encore partager des exemples avec nous, mais on est assez en retard. Je reprends avec toi, peut-être Lucas ou Mélusine, ou ceux que ça inspire. Le but du militantisme, puisqu'on n'en a pas encore parlé, c'est aussi de convaincre la population et les dirigeants. Des images d'une écologie un peu radicale avec des militants qui jettent de la soupe sur des œuvres ou bloquent des routes, est-ce que ça suscite de l'adhésion ou du rejet pour les non-convaincus ? Alors moi je suis militante, je me définis, tu m'as posé la question Lou, on me la pose parfois, mais carrément je suis militante. Militante ça veut dire quoi? Militante de la justice sociale et environnementale. En fait je me bats simplement pour défendre des droits fondamentaux qui ne devraient pas avoir besoin d'être défendus. Donc je ne rougis pas de ça. Et en revanche je ne prends pas ma mission de militante comme devant convaincre. Ma mission de militante elle est qu'on ne devrait pas avoir besoin de se battre pour faire respecter ses droits. Malheureusement c'est le cas, mais quand on arrive avec des faits, des chiffres, encore une fois, les droits comme boussole
et qu'on peut montrer que des acteurs, notamment responsables politiques, ne font pas leur mission qui est de défendre l'intérêt général, que c'est factuel et qu'on explique, et je le fais toute la journée, que franchement on ne demande pas la lune, qu'on n'est pas hors sol, qu'on demande l'encadrement de la publicité qui cible les enfants pour des produits trop gras, trop sucrés, trop salés, que rien que ça, ce serait quand même le strict minimum vu qu'il y a un enfant, un adolescent sur 6 en surpoids ou obèse, que interdire les additifs à base de nitrite quand il y a les études scientifiques qui montrent que c'est dangereux et que on voit que l'industrie sait faire autrement, mais qui préfère avoir un marché à deux vitesses parce que quand on est pauvre, on peut bien avoir un risque de cancer colorectal. Ce que je veux dire, je ne cherche pas à convaincre. J'arrive avec des éléments factuels et je cherche à suffisamment, encore une fois, dire on vous voit et exposer publiquement et à travers les médias autant que possible pour dire mais en fait on vous voit et c'est à vous de rendre des comptes pour comment se fait-il que vous, entreprises, vous, politiques, vous laissiez faire ça au détriment de l'écologie, de l'environnement, des droits sociaux, de la santé publique. Je ne cherche pas à convaincre, je cherche à faire en sorte que ces gens irresponsables, criminels dans certains cas, rendent des comptes et que ce qui devrait être la normalité, la base, les droits fondamentaux et ne serait-ce que parfois le respect de la réglementation, comme là dans le cas de Nestlé Waters, adviennent. Et personne ne me dit « Oh là là, vous êtes extrémiste, vous cherchez à convaincre ». Parce que justement, protéger nos ressources naturelles, la biodiversité, nos enfants, la santé publique, c'est quand même la moindre des choses. Et je n'ai pas à justifier de pourquoi je le fais. C'est à eux de justifier pourquoi ils ne le protègent pas. Lucas Oumelouzi. Pour ce qui est des actions militantes médiatiques, où il y a l'idée d'attirer les caméras et de passer un message médiatique, est-ce que justement c'est de nature à susciter de l'adhésion ou du rejet, sans parler de convaincre ? Alors c'est très difficile de mesurer l'impact de ça. Si vous voulez faire une étude pour savoir si jeter de la soupe sur une peinture, ça marche ou ça marche pas, c'est assez compliqué de savoir si on n'avait pas jeté de soupe, qu'est-ce qui se serait passé. Est-ce que c'est pire qu'autre chose? Il n'y a pas deux mondes parallèles, un on a jeté de la soupe, l'autre pas, où on peut observer les différences. Donc une réponse honnête, c'est simplement de dire on ne sait pas très bien ce qui marche ou pas. On a peu de bonnes études là-dessus. Les quelques études qu'on a qui montrent, il y a tous les sondages d'opinion qui montrent que globalement, c'est très clivant. En fait, ce qui est clivant, c'est quand il n'y a pas un lien direct entre l'action et l'écologie. Les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on va jeter de la soupe sur un tableau qui n'a rien à voir avec l'écologie. Ça a un peu l'air d'être un truc gratos qui ne fait pas avancer la chose. Et donc, quand on a l'impression qu'une action n'est pas utile, elle suscite plus de désaccords. Après, une fois qu'on a dit ça c'est l'opinion publique juste après, mais le but, c'est pas l'opinion publique, le but, c'est de faire avancer les politiques écologiques, etc. La chose qu'on sait très bien, c'est l'agenda. Qu'est-ce qui est en haut de l'agenda politique? Et ça, tout militant le sait, ce qu'il faut, c'est être en haut de l'agenda, parce que c'est comme ça qu'on va y discuter, c'est comme ça qu'on va avoir des rendez-vous avec des politiques qui sont très importants pour les militants, c'est comme ça que les questions vont être acceptées à l'Assemblée, etc. Et ça, les actions coup de poing, les trucs très spectaculaires, eh bien, ça remet en haut de l'agenda ces éléments. Donc on le sait, on le voit, mais vous pouvez regarder vous-même si vous allez dans Google Trends et que vous tapez le mot écologie, eh bien vous voyez le jour où la soupe a été jetée sur la peinture c'était quoi? C'était sur un Van Gogh dans le musée. Et ben on voit le mot écologie qui fait comme ça, puis qui redescend après, mais donc ça peut servir pour l'agenda. L'autre chose, c'est ce qu'on appelle parfois la fenêtre d'Overton. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu ce concept. C'est donc l'idée de quelles sont les idées acceptables dans une société. Et en faisant des choses très extrêmes, on ne va pas rendre ces choses extrêmes-là acceptables, mais on va rendre tout le reste plus acceptable. Donc peut-être que le groupe écologiste Just Stop Oil qui envoie de la soupe, etc., il va être conspué. Mais du coup, WWF, en comparaison, va avoir l'air hyper acceptable et on va les inviter, eux, à la place. Et donc, c'est une stratégie délibérée de beaucoup de mouvements écologistes et puis de mouvements sociaux de manière générale, c'est d'avoir une faction extrême pour rendre la faction moins extrême plus acceptable. Et ça, on a des données, on a des études qui montrent qu'effectivement, il semblerait que les factions extrêmes permettent de rendre le reste un peu plus acceptable. Et tout dépend, est-ce que c'est extrême dans les méthodes ou est-ce que c'est extrême dans les discours? Parfois, globalement, la violence, les gens n'aiment pas trop. Mais la violence permet de revenir en haut de l'agenda, donc c'est compliqué. Lucas voulait compléter, oui.
Oui, alors nous, c'est un sujet chez Parlons Climat sur lequel on a énormément bossé. On a fait des expériences, notamment avec le grand spécialiste de ces sujets à Stanford aux États-Unis, qu'on a publiées, qui sont en ligne. C'est des publications académiques sur ces sujets. Et où on a expérimenté, en fait, avec des mondes, où on a exposé les gens à tout un tas de différentes actions pour voir ce que ça faisait bouger. La première chose à savoir, et elle est extrêmement importante pour moi, on sait, il y a de la littérature scientifique solide là-dessus, ce type d'action directe, couverte dans les médias, ça fait monter l'inquiétude sur le sujet climatique et environnemental. C'est bien, sauf que cette inquiétude, ça fait 10-15 ans qu'elle est super haute en France. L'inquiétude, en fait, on sait que ça ne suffit pas. Deuxième chose, on sait que ça permet de la mise à l'agenda médiatique, effectivement. Et c'était hyper central, à mon sens, pendant très longtemps, d'être dans l'agenda médiatique en France. Aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a 75% de la population qui s'estime assez informée pour savoir quoi faire à son niveau. Il y a plus de gens qui trouvent qu'on parle trop de climat que pas assez. Sur les dernières années, quand même, l'évolution de la couverture médiatique sur les enjeux climatiques, depuis notamment, entre autres, la charte pour l'urgence écologique dans le monde journalistique. Dont va être à l'origine, voilà. big up à moi-même. J'essayais de le faire subtilement, mais visiblement tu veux le faire de manière plus grossière, je respecte ça. Je vois pas. Voilà. Et donc, de fait, la couverture médiatique quand même de ces sujets, c'est quand même pas mal développé. Donc l'enjeu d'être à l'agenda médiatique est devenu un peu différent. Pour finir, nous, ce qu'on a vu clairement sur notre étude, on a testé plein de tactiques plus ou moins radicales. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, et parce que encore une fois, le but du jeu, c'est quand même des politiques publiques au bout d'un moment. Et on voit que sur les politiques publiques, en fait, les actions radicales font baisser le soutien aux politiques publiques, notamment chez les personnes les moins convaincues, et notamment dans les classes populaires. Et donc ça, je pense que c'est un truc qui est quand même extrêmement important à avoir en tête. Il y a un deuxième point qu'on a beaucoup vu et que je trouve absolument central, et notamment qu'on débat fenêtre d'Overton, flanc radical, etc. En fait, il y a un des sous-jacents de toutes ces réflexions-là, qui est qu'il y a de la distinction dans un mouvement. C'est-à-dire, on est capable d'identifier, ceux qui viennent de faire ça, c'est des super radicaux, mais en fait, ils n'ont rien à voir avec d'autres organisations ou d'autres associations. Et donc, on peut isoler des radicaux par rapport à des modérés. En fait, il se trouve qu'aujourd'hui, en France, collectivement, nous sommes les écologistes. Et en fait, dernière rénovation, personne ne connaît dernière rénovation. Tout le monde sait que des écologistes ont bloqué le périph' d'une manière ou d'une autre. Tout le monde sait que des écologistes ont jeté de la soupe, du coup, d'une manière ou d'une autre. Et donc, mon point là-dessus, c'est que pour pouvoir avoir un bon mécanisme de fenêtre d'Overton et aussi un bon mécanisme de flanc radical, il faut des acteurs très identifiés, où on puisse se dire « Ah, mais il y a cet acteur-là qui est très radical et je le connais, et c'est pas grave si je suis pas d'accord avec lui, mais en fait, je trouve que sa méthode n'est pas la bonne, mais le message, il est intéressant, et donc je vais soutenir un autre acteur que j'identifie comme étant plus modéré. » Mais en fait, si tous ces acteurs sont mélangés dans la tête des gens, ça ne marche plus du tout. Ça radicalise l'image de l'ensemble du mouvement, et pour nous, c'est ce qui se passe aujourd'hui en France. Pour le compter. On a beaucoup parlé du message, mais moins du messager, ou de comment être le bon messager. Est-ce que c'est nécessaire justement d'avoir le bon messager, la personne idoine, pour porter le bon message? Mélusine, peut-être. Oui, donc pour convaincre quelqu'un, on parle beaucoup de l'information qu'il faut transmettre, mais il y a aussi qui le transmet. Et ça, on a tous l'intuition que, pour prendre un exemple au hasard, si Bolloré vous faisait une recommandation de comment vivre votre vie, ça aura beau être hyper pertinent, hyper judicieux, le fait que ça vient de Bolloré, ce sera inentendable pour vous. Il aura beau vous donner le meilleur conseil que vous allez jamais recevoir, vous n'allez probablement pas l'écouter. Je présuppose de certaines opinions de cette salle, peut-être que je me trompe, ce serait possible. Et donc, ce qu'il faut, c'est non seulement un bon message, et on pourra aussi revenir dessus sur c'est quoi certaines caractéristiques du bon message pour encourager les gens à faire changer le système, mais c'est aussi qui est le bon messager. Et ça, on a tous des relais de confiance qui sont différents. Et il faut accepter que parfois, quelqu'un qui a une bonne source d'information pour vous ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Peut-être que vous ne lisez pas, je ne sais pas si certains d'entre vous sont parents, eh bien, vous ne lisez pas les mêmes médias que vos enfants. Ils vont avoir des youtubeurs qui vont adorer et ils vont croire tout ce qu'ils veulent dire et ça va être le bon vecteur. Et par contre, si vous leur faites écouter, je ne sais pas, France Culture, ça ne va pas marcher. Même si le message est le même, ça ne va juste pas être le bon émetteur. Et donc, il faut trouver
des émetteurs d'écologie, et ça c'est quelque chose dont on est aussi un petit peu responsable collectivement dans le mouvement écolo, c'est que globalement il y a 5 personnes qui parlent et qui se ressemblent tous, tous et toutes. Et donc avoir des personnalités, des types de personnes différentes qui incarnent ces messages, c'est très important. C'est un peu ma marotte, et je pense que Lucas l'a aussi, mais avoir par exemple des personnes de l'armée. L'armée, ça fait partie des institutions en France qui jouissent énormément de confiance. Il y a 80% des Français qui font confiance à l'armée. À titre de comparaison, quand on demande est-ce que vous faites confiance aux députés, il n'y en a plus que 30% des Français qui font confiance. Donc, un petit gap entre les deux. Et les changements climatiques, c'est un sujet qui est extrêmement présent dans l'armée, qui a notamment une Red Team qui anticipe des scénarios de changement pour voir comment est-ce que ça va affecter différents enjeux de sécurité. Et donc, quelque part, ils ne sont pas trop mal placés pour parler de ces sujets. Mais on les entend jamais là-dessus. Pareil, une autre profession, une autre de mes obsessions, c'est les pompiers. Les pompiers, ça c'est la profession qui jouit de plus de confiance des Français. Et c'est aussi la profession qui est aux premières loges non seulement des incendies, mais aussi des inondations, des glissements de terrain, etc. Et donc qui sont aussi plutôt qualifiés pour parler de ces changements. Et donc, au lieu d'avoir toujours les mêmes personnes qui prennent la parole dans les médias, sur les réseaux sociaux, on peut imaginer distribuer cette parole à tout un tas de gens qui ont des réalités différentes, qui ont des valeurs différentes et qui vont pouvoir aller s'adresser aux Mamina de ce monde. Bah, si Alain Finkielkraut veut commencer à s'exprimer sur le climat, Mamina sera ravie d'apprendre de sa bouche. Lucas, on va bientôt passer aux questions du public. Je vois qu'il y en a qui commencent à fermer les paupières un petit peu. Lucas, vous avez fait, dans les nombreuses choses que vous avez fait avec Parlons Climat et aussi avec Destin commun, vous avez émis un guide pour apprendre à mieux parler de climat, à mieux parler d'écologie, avec 10 points. Non, t'as pas l'air de te souvenir de ça? Parce que moi j'ai ça sur ma slide. Je sais pas si ça te dit un truc, hein, ça vient de votre site. Ça y est, ça me revient. Alors, est-ce que ça te dit de nous dire un peu quelles sont les bonnes manières de communiquer, de s'exprimer sur l'écologie pour toucher les gens? Ouais, je peux vous parler de certains. Effectivement, ça, c'est ce qui est important aussi pour moi là-dessus, c'est que c'est tous des conseils qui sont basés sur des publications scientifiques, peer-reviewed. Donc, on sait au-delà de voilà, nos petites intuitions d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, sur notre site, vous le trouvez avec toutes les références de tous les articles sur lesquels c'est basé. Il y a d'ailleurs des trucs sur lesquels on a déjà pas mal parlé. Par exemple, plus d'informations, c'est pas forcément plus d'implications. Je pense que c'est quelque chose dont on a déjà pas mal parlé. Peut-être quelques-uns qui sont importants là-dedans et que j'aurais envie de mettre en avant. Connaître son audience et jouer sur ses valeurs, je pense que c'est quand même absolument central. C'est un peu ce qu'on se dit depuis un moment aussi avec les différentes personas qu'on a prises, etc. En fait, se dire qu'en fait, on ne peut pas parler du même sujet de la même manière à toutes les personnes, c'est absolument central. Et donc, connaître un petit peu ses interlocuteurs et son audience, c'est très très central pour savoir comment est-ce que je peux l'adresser de manière utile. Je pense qu'il y a un autre point là-dedans que j'aime bien et ça m'a fait rire tout à l'heure quand tu m'as dit « Ah mais oui, mais c'est quoi l'IDRI ?» Ne pas jargonner. En fait, collectivement, on jargonne, mais à un niveau, et à commencer par... Surtout toi, quand même. Surtout toi. T'es pas mal aussi. Le flanc radical, j'ai rien compris. Moi, ça m'arrive des fois, je lis vert, et je me dis, je suis quelqu'un d'un peu éloigné de ces sujets-là, j'aurais jamais la ref. Tu vois. Mais c'est normal, parce c'est qu'on la ref parle de pop culture, pas de climat. Plutôt celle de climat. Il n'a pas compris Katy Perry et le vol spatial. Non, mais en fait, et mon point là-dedans, c'est que c'est super parce qu'on est sur des audiences aussi spécifiques, engagées, qui connaissent les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que notamment quand on parle avec des personnes un peu moins engagées, par exemple, GIEC, en fait, c'est pas du tout un truc qui parle. En fait, les gens ne connaissent pas GIEC. Je suis désolé ou pas d'ailleurs pour le CNAM parce qu'ils savent peut-être très bien à qui ils s'adressent. Mais empreinte carbone, moi, dans mes entretiens individuels, quand je parle de climat, j'en ai fait plus de, à date, je pense, 150 avec des personnes peu engagées. On m'a jamais parlé d'empreinte carbone. En fait, empreinte carbone, ce n'est pas un truc qui est connu, qui est utilisé, qui est mobilisé d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, faisons attention aussi aux mots qu'on utilise, je pense que c'est assez important. Non, mais je précise, c'est hyper important. Moi, justement, je demande à nos journalistes, et je parle sous le contrôle de Rémi, qui est Red Chef adjoint, tous les mots comme ça, ils doivent être explicités, et justement, on ne part pas du principe que c'est compris. Même quand on parle des émissions de CO2, c'est quoi le CO2, dioxyde de carbone, c'est quoi les énergies fossiles, et justement, on essaie d'avoir un langage qui est accessible à quelqu'un qui est au niveau lycée. Et donc, si tu as vu des mots qui n'étaient pas explicités, c'est la faute de Rémi. Et donc, Rémi est mis à Ou pied. que tu n'as pas le niveau lycée. Je te dois un petit mail.
Et non, mais donc le jargon, c'est super important. Et je vais peut-être finir pour insister quand même à nouveau sur la question du bon émetteur, qui pour moi est vraiment centrale. On passe collectivement énormément de temps à se poser la question des messages. Comment je parle, qu'est-ce que je dis, machin, etc. Et la question de qui parle, elle est vraiment première. Il faut savoir qu'en communication, on juge toujours d'abord qui est en train de me parler, avant même de m'intéresser en fait à ce que cette personne est en train de me dire. Et sur les émetteurs, on peut à la fois varier les émetteurs. Tu donnais des exemples que je trouvais effectivement assez intéressants. En gros, qu'il y a des personnes différentes qui incarnent des choses différentes, qui parlent de ces enjeux-là. On peut aussi individuellement ou en tant qu'organisation modifier nos qualités d'émetteurs. Quand tu débarques dans une conversation, en fait, ou quand tu te présentes à quelqu'un que tu connais pas, en fait, tu choisis aussi les qualités d'émetteur ou d'émettrice que tu mets sur la table. Ça commence d'ailleurs par ta manière de comporter, ta manière de t'habiller et même ce que tu dis, la présentation de soi. C'est « Ah, bonjour, je suis machin, je suis militant écolo ». Tu ne crées pas la même réaction que « Ah, machin, j'habite dans la même ville que toi et je t'ai déjà croisé au marché l'autre jour ». Enfin, je vous dis n'importe quoi, mais si vous voulez nos qualités d'émetteurs propres, on peut aussi, dans une certaine mesure, choisir lesquelles on met en avant. Quand tu parles avec Mamina, tu as plutôt envie de lui dire, en gros, de mettre en avant ta casquette petit-fils plutôt que ta casquette écolo vénère. Ah merde, j'ai plus internet, mais t'aurais vu la chemise, vous avez vu la chemise que j'avais sur la photo où je parle à Mamina quand même. Hein. C'est la chemise de Noël, petit-fils idéal, qui vient demander de l'argent pour lancer vert. Karine, tu voulais compléter, ouais. Oui, merci, parce qu'on peut pas parler du coup la diversité de l'émetteur sans parler de diversité aussi culturelle et des populations et de genre et de personnes racisées et de quartiers populaires versus d'autres classes sociales, etc. Et ce qu'on voit finalement dans notre société, c'est une société qui est quand même dans un système de domination, de prédation sur les ressources naturelles. C'est de ça que ça parle aussi, l'écologie, de domination de certains groupes sur d'autres. Et finalement, une des questions, c'est aussi comment on sort de l'entre-soi clanique et classiste dans lequel on est très souvent sur ces débats écologiques et climatiques. Donc voilà, donc heureusement là aussi il y a des super initiatives à soutenir, mais à nous de prendre la responsabilité de les diversifier, de les soutenir, de les initier et d'être vachement plus dans la mixité, quoi. Comment on fait? C'est compliqué. Moi j'étais par exemple dans le 18e arrondissement pendant longtemps bénévole dans une coopérative alimentaire, voilà. Et on était dans un quartier avec une énorme diversité. On n'arrivait pas à avoir de la diversité dans les adhérents. Pourquoi? Parce qu'on a fait une erreur majeure que je connais pourtant pour avoir beaucoup bossé dans des projets humanitaires. On n'a pas conçu dès le départ avec un groupe qui représentait cette diversité sociale et de tout point de vue. Et en fait, c'est une erreur de base. Donc il faut lancer des projets et des sujets avec de la diversité dès le début, en faisant de l'intelligence collective dès le début, et notre société, elle va aller beaucoup mieux comme ça aussi. Donc là, je pense bien sûr à Banlieue Climat, à Ferris Barkat, mais aussi... On a reçu Ferris Barkat et Sana Saitouli à la voilà, table bien sûr, ici même, dans ces mêmes fauteuils. Bien sûr, mais du coup, c'est absolument génial ce qu'il fait avec son équipe et avec toutes les personnes. Mais ce qui est un peu problématique, c'est qu'on le cite toujours parce qu'il faudrait qu'il y en ait plein d'autres, ou alors il y en a plein d'autres et on ne les connaît pas encore, mais allons-y, quoi. Il y a aussi l'écologie pirate de Fatima Ouassak. Enfin, allons-y. Mais en tout cas, on a une responsabilité aussi, nous, et surtout nous qui, en tout cas je m'inclus, qui souvent avons beaucoup de privilèges, de s'assurer que dans la prise de conscience, mais aussi dans les actions, dans le fait de recréer de l'espace pour recréer du lien et des solutions, on se porte garant de cette diversité. Et je crois qu'on a encore beaucoup à apprendre et à faire de ce point de vue. Alors on a beaucoup de privilèges, mais moins que ce gamin de 13 ans qui traverse Paris en voiture, l'éco-délégué. Alors, merci beaucoup. Maintenant, on passe à la dernière étape de la soirée. Nos expertes sont là pour répondre à vos questions. Donc voilà, si vous avez des questions précises sur la manipulation de vos proches, c'est le moment, puisqu'on n'a pas trop abordé ce sujet. Voilà, merci Rémi de faire passer le micro. Bonsoir, merci beaucoup. Juste pour en venir à ma question, moi justement, je ne suis pas quelqu'un qui a été spécialement porté sur les questions écologiques pendant très longtemps. Une certaine personne qui m'a accompagné a un peu fortement insisté sur ces sujets. Donc je me suis un peu posé la question et j'ai tendance à un peu vouloir réfléchir à plein de problématiques et essayer de voir le problème de très très haut. Et du coup, vous avez beaucoup parlé de justement de ne pas traiter la chose sur l'individualisme, de penser, quitte à penser à l'individu qui a le plus de retombées sur tout le système, et qu'on réagit infiniment plus vite et mieux quand on a une récompense immédiate et pas sur le long terme. Du coup, en fait, moi, des fois, je me pose la question, est-ce que la solution politique, c'est juste de ne pas dire
bah, on va créer une grosse concurrence déloyale. Si votre action économique, parce que le capitalisme, c'est bien de le combattre, mais bon, ça commence à rentrer dans des questions politiques, ça crée des clivages, on se referme. Est-ce que c'est pas juste de dire, je vais vous filer un max de thunes, si vous faites un truc qui est écologiquement irréprochable, ce qui fait qu'en fait, en termes de concurrence économique, bah en fait, on pourra plus vous battre, et ce qui fait que Bernard Arnault, il va se dire, ah, c'est quand même vachement bien de faire de l'écologie, parce que je vais me faire encore plus de dividendes. En fait, l'argent, on le ramène d'où? Parce que c'est Bernard Arnault qui a l'argent. Parce que c'est ça le problème, en fait. C'est que, oui, idéalement, oui, mais l'argent, on le ramène d'où? C'est un peu comme si on dit, pour résoudre la fin du monde, est-ce qu'il ne suffirait pas de donner à manger à tout le monde? Vous voyez, c'est... Oui, mais... C'est vrai. Mais comment on change le système? En fait... Par exemple, sans forcément, justement, juste dire, on sort de l'argent magique. Mais l'argent, le gouvernement, pour le coup, chaque année, il en donne pour diverses raisons X et Y à des entreprises. Donc, par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler, mais en commission parlementaire, actuellement, il y a Carrefour qui est sous enquête parce qu'ils ont reçu des centaines de millions d'euros pour créer de l'emploi et ils ont viré des milliers d'emplois et ils ont acheté des machines pour faire le travail à la place des employés. Et cet argent, il n'est pas sorti de nulle part. Enfin, il existe. Donc, est-ce qu'il n'y a pas déjà juste une politique de dire on va arrêter de il faut fructifier l'emploi, on va donner de l'argent aux entreprises pour faire plus d'emplois et juste dire en fait, on va faire un audit de votre activité. Si votre activité, elle coche toutes les cases qui sont responsables et durables, on va vous ralasser, les gars. Si, vous avez entièrement raison. C'est juste que les politiques ne veulent pas faire ça. Pourquoi, du coup? Parce que vous continuerez le battle de rap peut-être après. Je ne sais pas si pour répondre spécifiquement à cette question et après en prendre d'autres. Oui. Alors je reverse les droits du livre à l'association, donc je suis pas là pour faire la promo, mais lisez le livre parce que j'ai mis des exemples hyper concrets de rendez-vous dans les ministères et de pourquoi il y a ce chantage à l'emploi et la stratégie de diversion et les lobbies et les portes tournantes qui sont des responsables politiques qui vont aussi dans le privé et qui reviennent. Et en fait, en permanence, on nous rabâche le critère du poids économique de ces entreprises. Et même quand on demande, j'insiste, même quand on demande, alors qu'il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, même quand on demande spécifiquement l'encadrement de la pub qui matraque les gamins pour de la malbouffe, la réponse que j'entends moi dans les ministères, c'est le poids économique de l'industrie agroalimentaire. Ok. Donc pourquoi? Parce qu'on n'a pas des responsables politiques aujourd'hui qui font leur boulot de défendre l'intérêt général, y compris quand c'est une question de santé publique. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse contrepoids en citoyennes et citoyens et qu'on prépare du coup toutes ces options, toutes ces recommandations. Et le jour où on aura des gens responsables dans ces sièges-là, on aura les solutions, elles sont déjà là. Mais aujourd'hui, c'est le néolibéralisme. Et avant, je ne voulais pas utiliser ce genre de mots parce que je ne voulais pas que ce soit... pris comme justement c'est idéologique, c'est des radicaux, c'est une radicale, elle est contre le capitalisme. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai relu Anne-Laure Delatte, qui est une économiste qui a écrit L'État droit dans le mur, qu'évidemment j'ai cité et décortiqué parce que le but du jeu, c'est de redonner du pouvoir et de l'information. Et en fait, la définition du néolibéralisme, c'est quand l'État décide, et donc les décideurs politiques, c'est pas virtuel, quand les décideurs politiques décident de mettre l'appareil d'État et l'argent public au service des entreprises et pas des citoyens. C'est même pas qu'ils laissent faire. C'est qu'ils mettent au service des entreprises. Et il y a une étude sur le système agroalimentaire, je finis là-dessus, mais c'est passionnant, dans la série Redonner de l'information. Ça s'appelle L'injuste prix de l'alimentation. C'est gratuit, c'est en ligne. C'est le Secours catholique, les CIVAM, qui sont une organisation de paysans, et d'autres qui ont publié ça et qui ont fait en sorte de mettre un chiffre. Parce qu'on le sait, mais là, il y a un chiffre. 48 milliards d'euros par an d'argent public est injecté pour soutenir cette industrie, ce secteur agroalimentaire délétère, soit avec des subventions, soit avec des niches fiscales, plus 19 milliards d'euros par an pour réparer. Moi, je suis sûr que c'est beaucoup plus parce qu'il y a plein d'autres chiffres, mais en tout cas, ça se compte en milliards. Donc c'est un problème de volonté politique. J'ai une excellente nouvelle. Tous ces problèmes ont des solutions. Les solutions sont même dans les problèmes. L'argent, il existe. Il est juste mal fléché parce que ceux qui prennent les décisions ne prennent pas les bonnes décisions aujourd'hui. Ça n'est pas une fatalité. Donc la bonne nouvelle, c'est que les solutions, on les connaît et que si on met la pression citoyenne nécessaire, on peut bien sûr faire changer les choses. Si on met la pression sur Gabriel, on a bien noté que c'était un camarade en devenir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais, au fond là-bas. Et s'il y a des femmes qui ont des questions, n'hésitez surtout pas. On adore quand les messieurs font des tunnels, mais on aime bien aussi quand les femmes posent des questions. Merci.
Pardon, du coup, je vous ai coupé la parole. J'ai bien aimé l'intervention d'Albert sur la dimension. J'ai bien aimé toutes vos interventions, mais j'ai particulièrement aimé l'intervention d'Albert sur le fait que le collectif est une somme d'individus. J'ai l'impression que parfois, en tant que militant, on tombe dans un piège où on essaye d'identifier finalement la forme la plus pure de collectif et on finit par dire qu'on devrait cibler une forme de collectif qui n'existe pas. En disant oui, mais ça, tu veux faire ça, mais c'est à ton échelle individuelle, ça, vous voudriez faire ça, mais ça reste plusieurs individus. Et j'ai l'impression que c'est un piège qui devient finalement déresponsabilisant. Et j'ai eu l'impression, et c'est sur cette impression que j'aimerais avoir votre avis, et notamment potentiellement des statistiques et des études, qu'il y aurait un intérêt à insister plus, je sais que c'est un tabou, sur la honte. Sur la quoi? Sur la honte. Sur la honte? Ah, comme par exemple la honte de prendre l'avion à la... Oui. Oui, et je sais que toutes les émotions sont parfois appropriées, d'autres fois non, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, là, ces 2-3 dernières années, on a peur, entre militants, d'essayer de provoquer de la honte chez les gens, alors qu'on n'a pas peur de le faire pour d'autres sujets. Et on fait toujours ça en écologie, on considère que c'est un peu un sujet de pipoufleur dans les cheveux, et on va pas avoir peur de dire aux gens d'avoir honte de faire du mal physiquement aux gens, de faire du mal aux gens au niveau des inégalités, alors que tôt ou tard, comme vous l'avez tous dit, les dommages aux écosystèmes feront du mal à nous et à nos petits-enfants. Il y a plein de questions. Première chose sur les comportements individuels, effectivement, en fait, on peut y voir pas mal d'utilité. Déjà parce que c'est le somme, au final, il n'y a que des individus. Il n'y a pas, une super structure, un blob artificiel, cette espèce de structure parfaite. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a aussi 2 autres utilités à s'engager, à mettre en cohérence sa propre trajectoire écologique. Première raison, et c'est un peu dans la manière dont je l'ai formulé, c'est être cohérent, ne pas vivre de dissonance cognitive. Si vous êtes écolo mais que vous polluez beaucoup, vous n'allez être pas très confortable au quotidien. Et peut-être que vous l'avez ressenti, moi je le ressens, parce qu'il y a plein de trucs que je fais pas et c'est pas confortable. Et puis l'autre chose, c'est que vous allez être un meilleur porte-parole si vos actions sont cohérentes. À votre avis, qui est le plus convaincant même sur pour qui voter? Quel genre de politique? La personne qui mange un steak tous les jours et prend l'avion toutes les semaines, ou la personne qui a changé? Malheureusement, c'est plutôt la seconde. Et donc, avoir son comportement individuel qui est cohérent avec le message qu'on porte, eh bien, ça nous rend beaucoup plus convaincants. Donc, c'est là où l'action individuelle, elle a quand même un rôle à jouer, même si on veut faire changer le système, convaincre d'autres gens, etc., parce qu'on sera plus convaincant. Ensuite, sur la honte. Est-ce que le shaming, c'est utile comme manière de faire? De nouveau, heureusement, aujourd'hui, on a des comités éthiques quand on fait des études, donc on ne peut pas vraiment faire des études sur on fout la honte à plein de gens et on voit comment ça se passe. On n'a pas vraiment cette possibilité-là. C'est dommage, je suis d'accord. Mais les quelques évidences qu'on a, alors c'est plutôt... Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a l'inverse de la honte, c'est plutôt la valorisation des comportements positifs. Ça, on sait que ça marche bien. Et donc, de rendre les comportements écologiques qui sont plus visibles, ils ont tendance à être plus adoptés. Typiquement, la gourde, ça, c'est hyper visible. Genre, vous avez un peu honte si vous avez une bouteille en plastique. En tout cas, moi, je ressens de la honte quand j'ai une bouteille en plastique et je peux vraiment faire des trucs insensés pour ne pas qu'on me voie avec une bouteille en plastique parce que ce serait terrible. Et donc, oui, la honte, c'est un mécanisme individuel. Mais par contre, donc c'est la perception sociale qu'ont les gens de nous, ça motive énormément, surtout sur des sujets écologiques où notre comportement a un effet sur tous les autres. Vous avez moins honte de ne pas suivre votre prescription de médicaments. Parce qu'il n'y a pas vraiment une dimension sociale. Tandis que le climat, c'est un truc social, c'est un truc moral. Là, vous avez honte. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire que si je dénonce quelqu'un et je lui fous la honte, ça va marcher? Là, c'est plus compliqué. De nouveau, il y a la distinction à faire entre la honte qu'on va ressentir sur le moment présent, le sentiment fort, et puis la honte diffuse qu'on ressent un peu tout le temps quand on n'agit pas. Si on a un sentiment qui s'installe progressivement, ça peut être un motivateur. Avoir une grosse expérience de honte, ça va peut-être vous secouer pendant 1 heure, et puis vous allez passer à autre chose. Et surtout, si vous n'avez pas de porte de sortie, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour changer, vous n'avez pas les moyens de le faire, là, la honte, ça devient un truc terrible, parce que ça vous fait un ennemi à vie,
parce que quand quelqu'un vous fout la honte et que vous n'avez pas la possibilité de changer, eh ben vous allez rejeter la personne. Albert, qui est apparemment le mec le plus cool de la soirée, tu veux répondre? Non, non. Okay. Une autre question? Ah, peut-être là, dans le fond. Ah, pardon. Bon, Rémi, après, il y aura une... D'accord. Sinon, vous pouvez venir sur scène directement, on a de la place. Du coup, la honte, je l'ai bien ressentie parce que j'ai une bouteille d'eau dans mon sac, mais je tiens à dire que j'ai quand même des gourdes à la maison. Tu t'es fait une ennemie de l'usine. Non, vraiment, c'était pour dépanner l'enfant. Pardon, voilà. Ma question s'adresse plus à Karine. J'ai eu plein de revival de ce que vous avez dit par rapport à l'alimentation, parce que je travaille dans la nutrition et notamment pour celle des enfants. Et c'est un combat, comment dire, vain. Je n'essaie plus de convaincre mes parents, je pense que c'est peine perdue, c'est une ancienne génération et sur plein de débats écolos, c'est terminé. En revanche, la personne que je souhaiterais manipuler, c'est la chef de la restauration de la caisse des écoles de mon arrondissement. J'interviens en tant que représentante de parents délégués sur la composition des menus, notamment. Et j'essaie en vain, depuis plusieurs mois, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait moins d'AUT, d'aliments ultra transformés, et qu'il y ait moins de choses sucrées, etc. Je me rends compte de ma première erreur qui est d'essayer de convaincre, et je vois que ça ne marche clairement pas. Mais là où je suis coincée, c'est que quand je donne des informations nutritionnelles, à savoir les effets que peuvent avoir un éclair au chocolat, je ne sais pas moi, des produits ultra transformés, et il y en a, Dieu sait qu'il y en a, et il y en a beaucoup trop, surtout pour ces âges-là, je sens que derrière, il n'y a aucun retour, aucun répondant, rien. Donc si vous avez des techniques de manipulation, j'en veux bien. Et j'ai une autre question sous-jacente, peut-être pour tout le monde. Est-ce qu'au lieu d'essayer de convaincre, il vaut mieux montrer l'exemple, ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Parce que finalement, on comprend que la conviction est quelque chose d'un peu frontal qui souvent ne marche pas, notamment quand on n'est pas la bonne personne ou qu'on n'a pas le bon discours. Il faut agir à tous les niveaux. Enfin, c'est comme vraiment tous les jours dans les ministères et ailleurs, j'ai le débat de oui, c'est l'éducation, et pas que dans les ministères d'ailleurs, parce que même sur nos réseaux sociaux, parfois quand on dénonce, on a une campagne qui s'appelle Arnaque sur l'étiquette aussi, donc on dénonce des emballages qui induisent en erreur, on dénonce ce marketing qui matraque les enfants. Il y a toujours des gens pour dire oui, mais quand même, moi j'ai un potager, je me débrouille, et puis les autres, en gros, on n'a qu'à les éduquer. Donc c'est assez classiste déjà, mais en plus ça pose la question de dire c'est pas éducation ou l'offre alimentaire, il faut les deux en fait, il faut sensibiliser, il faut apprendre des choses, et puis il faut aussi qu'il y ait une offre. Tu parlais de l'IDRI, en fait tous les experts arrivent à la conclusion que c'est l'environnement alimentaire. Donc il faut les deux, et donc c'est important d'avoir aussi ces discussions avec chacune, avec chacun, pour remettre un peu des basiques en place. Mais ce que je crois, ce qu'elle croit est important aussi. C'est dur. Ça, j'ai pas l'habitude, j'avoue. Ce que je crois, c'est que quand on parle là de restauration collective et quand on parle de santé publique, alors il faut des règles collectives. Et que je crois que c'est pas votre rôle qui est épuisant de chercher à convaincre ou à manipuler, ce qui n'est pas mieux, hein, et je pense que ça ne marchera pas beaucoup mieux. Ce n'est pas votre rôle, mais bien qu'étant nutritionniste, enfin tous les parents ne le sont pas. Et donc ce n'est pas le rôle aux parents individuellement de chercher à faire en sorte qu'il y ait un changement dans la cantine où leurs enfants sont, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ce soit des règles et donc des réglementations, et j'en reviens surtout sur des questions de nutrition, donc de santé publique, liées à l'éducation aussi, parce qu'on l'a dit, des gamins qui mangent mieux, ils vont aussi mieux apprendre. C'est le rôle de l'État de mettre des réglementations pour obliger à ce que cette alimentation soit saine et durable. Encore une fois, santé et écologie ensemble, et c'est pas à nous de nous battre pour ça. Donc plutôt, soutenons des collectifs, il y en a plein, qui travaillent pour faire en sorte qu'il y ait des réglementations renforcées sur qu'est-ce qu'on va trouver ou pas dans la restauration collective, à la fois dans les cantines scolaires, mais il y a aussi quand même de grosses entreprises en charge de la restauration collective d'entreprises, et c'est important aussi. Où sont les leviers en fait? C'était ça le mot tout à l'heure, où est-ce que ça a le plus d'influence? La question à un moment donné, c'est où sont les leviers? Où est-ce qu'en se mettant en action,
D'abord, mettons-nous en action parce que chaque action, même minime, est utile et qu'en plus, c'est bon pour la santé mentale. Moi, c'est ma stratégie de survie. La mise en mouvement et en action, et vraiment, ça me fait un bien fou, en fait. Mais aussi, ciblons où est-ce que ça va avoir le plus de levier. Et sur la restauration collective, là où on peut faire en sorte qu'il y ait une réglementation qui fait que c'est bon pour toutes et tous, et que c'est la même règle du jeu pour toutes et tous, qui est bonne et pour la santé et pour l'environnement. On va prendre une dernière question au fond. Oui, c'est plutôt un partage d'expérience. C'est que moi, j'ai pris le parti de ne surtout peut-être de travailler en sous-marin et d'éviter des mots, enfin par la sémantique, éviter capitalisme, sobriété, décroissance, et tout simplement d'alerter sur le manque de préparation au changement. Et le risque à ne pas penser le monde sans pétrole, par exemple, parce que c'est des choses qui sont factuelles. On va devoir faire sans à un moment, au regard du plastique, mais aussi la force de travail. Enfin, j'essaye de faire comprendre qu'on est dans une société qui est quand même basée énormément sur le pétrole, et comment on fait, surtout auprès de mes étudiants, parce que je suis aussi enseignante, plutôt... emporter mon interlocuteur à imaginer les choses plutôt qu'à finalement restreindre, puisque de toute façon ça va arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se met en action? Comment on imagine? Donc voilà, je voulais savoir à quel point je me fourvoyais en ne partant pas dans des choses qui sont plutôt de l'ordre du militantisme, et plutôt de faire quelque chose un peu sous-marin. Est-ce qu'il vaut mieux éviter les mots obus plutôt que d'y aller frontalement? Alors moi, mon tout premier élément de réponse, ce serait de dire, par définition, évidemment, ça dépend un peu de à qui tu parles d'une manière ou d'une autre. Si tu es dans des cercles militants, etc., c'est pas pareil. Sinon, moi, je dirais, en fait, ce que j'aime bien dans ce que tu expliques, en fait, je trouve qu'une des erreurs qu'on peut faire collectivement, c'est qu'on rentre parfois dans des conversations pour les gagner. À la fin de cette conversation, je vais gagner. Je t'aurais converti et sinon j'aurais perdu. Donc il va y avoir un gagnant, un perdant à l'issue de cette conversation. Ce qui me semble être une très mauvaise manière, en fait, de penser ce sujet. Une conversation, par définition, on n'est pas là pour la gagner. On est là pour partager de l'info, recevoir des pensées, des ressentis. Souvent, quand on converse, c'est des gens avec lesquels on a un lien. Et en fait, chérir les liens dans la société dans laquelle on est, en fait, franchement, c'est vraiment pas mal. Et notamment, y compris dans une perspective de faire changer ou faire bouger les gens, si tu pètes le lien, en fait, t'as raté pour toujours ton opportunité de faire changer la personne en face. Et donc, moi, je trouve que se dire que aussi les conversations, le lien, en fait, c'est des engagements répétés. En fait, c'est plus une relation et des conversations dans le temps, en fait, qui vont faire changer les gens. Et en fait, la conversation où d'un seul coup, tu as vu la lumière, en vrai, elles sont quand même rares. C'est des accumulations de plusieurs personnes, de situations sociales, d'expériences vécues, etc. Et donc, moi, je serais vraiment en faveur de se dire, en tout cas, si tu as l'impression de faire le choix entre maintenir un lien ou utiliser des arguments plus obus, plus radicaux qui t'a braqué, moi je serais dans l'équipe, en tout cas sur les relations interindividuelles, de clairement être plutôt dans ce qui permet de maintenir ce lien et donc d'avoir des conversations répétées qui peuvent accompagner des changements sur du moyen terme, quoi. Bon, il y a une dernière question que j'aurais voulu vous poser, mais on s'en parlera peut-être après, c'est comment convaincre la France entière de rejoindre le Club de Verre? Là, je vous annonce en exclusivité mondiale que dans quelques jours, on va se lancer dans une nouvelle campagne pour recruter plein de nouveaux membres du club, donc des personnes qui nous font un don tous les mois et qui nous permettent de vivre, grandir et faire tous ces événements gratuits. Et en fait, tout ce qu'on fait, 100% de ce qu'on fait est gratuit pour essayer d'embarquer le plus de monde. Et donc là, aujourd'hui, on n'est pas loin de 5000 membres du club et on va essayer de passer à 10 000 membres du club là dans les prochaines semaines. Donc si vous avez des astuces pour mindfucker la population entière et que tout le monde veuille rejoindre le Club de Verre, c'est cool. Si vous voulez vous-même rejoindre le Club de Verre, puisque j'ai remarqué que certaines mains ne s'étaient pas levées quand j'ai demandé s'il y avait des membres du club dans la salle, il est toujours temps que vous le fassiez maintenant ou en vous rendant sur le site de Verre. En tout cas, merci à toutes et tous d'être venus. J'espère que vous avez appris autant de choses que nous ici sur scène. Et je vous souhaite un excellent week-end. Et merci encore aux Arts et Métiers de nous avoir accueillis. Bonne soirée à toutes et tous.